Vous voulez pas. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation aux étudiants qui s'intitule Utilisation de NVivo. Mon nom est Émilie Béléranger, je suis coordonnatrice de la chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif de l'Université Laval. Aujourd'hui, on accueille avec nous Stéphanie Radchevski qui animera la présentation. Présentation qui portera plus précisément sur le codage au moyen du logiciel NVivo. Alors, Stéphanie, à toi la parole. Là, je te laisse partager ton écran. Merci beaucoup, Émilie. Vous verrez, vous entendrez en fait que ma voix n'est pas tout à fait rétablie là, pour la séquence, donc je vais mieux, mais vous entendrez que j'ai encore une voix un peu particulière cette semaine. Donc voilà, comme je le disais, et vous verrez aussi là, avec la thématique mon amour des animaux et des chiens. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le NVivo 101. Donc, comme le plan de rencontre est très simple parce qu'on va aller à travers les différentes fonctionnalités. On va commencer par un retour sur l'exercice. Donc, j'avais envoyé des éléments à regarder, des vidéos aussi. Donc, si vous avez des questions, des commentaires à ce sujet-là. Ensuite, on va aller sur les fonctionnalités d'Envivo, notamment le codage qui est vraiment la base, comme Émilie le disait, qu'on peut voir avec l'exemple de projet que Envivo fournit. Par contre, on va aussi aller un peu sur d'autres, sur les mémos, comme comment créer des mémos, pourquoi on créerait des mémos, et aussi sur différentes requêtes là, qui peuvent être utiles. Oui, OK. Et donc, après, on va faire la conclusion. Donc, concernant l'exercice qui était d'aller regarder dans le fond, une entrevue dans l'exemple de projet d'un niveau et sur la vidéo que je vous avais suggéré de regarder. Parce que je sais qu'avant qu'on commence l'enregistrement, Corinne disait que ben, elle avait trouvé ça quand même assez simple, les explications. C'est en effet une personne. J'avais beaucoup cherché des explications simples de base sur un niveau et je trouvais que cette enseignante-là le faisait très bien. Par contre, avez-vous des questions, des commentaires ou des éléments que vous dites c'est resté en suspens ou j'espère qu'on va voir ça parce que c'était pas très clair. Non, ça allait. Je vois des noms de la tête. OK, parfait. Moi, ce que j'aime de l'exemple projet ou du projet type de niveau, c'est que on peut aller tester des trucs sans avoir peur d'effacer des données ou de défaire des choses dans nos propres analyses. Donc, si on veut essayer une nouvelle fonctionnalité ou une fonctionnalité avec laquelle on n'est pas super à l'aise, ça peut être quand même intéressant d'aller voir. Euh, Ils ont tout testé à peu près pour nous donner une idée de qu'est-ce qui est possible. Donc, avant même, là, vous connaissez un peu ma réponse sur la question logicielle ou pas parce que je vais vous donner une formation de 2 heures sur l'utilisation d'Envivo. Mais c'est quand même important que je vous dise que c'est tout à fait possible de faire de l'analyse qualitative manuellement, c'est-à-dire sans aucune utilisation de logiciel, et d'ailleurs, l'analyse qualitative se faisait bien avant qu'on ait accès à des logiciels comme Envivo, comme QDA Miner. Il y en a différents. Ça dépend vraiment de celui avec lequel on est à l'aise. Donc, pourquoi on utiliserait un logiciel ou pas? Bien évidemment, ça dépend de notre niveau d'aise avec l'informatique, aussi de notre processus créatif ou interprétatif. Donc, il y a des gens qui sont, je connais par ailleurs Kirsty Forsythe, qui est une chercheure australienne qui a fait des analyses très récemment en écrivant puis en le faisant de manière manuelle parce que pour elle et sa collègue, c'était beaucoup plus créatif, beaucoup plus stimulant à ce niveau-là. Je vous dirais aussi de façon très pragmatique, c'est que ça dépend du volume de données à analyser. Si vous avez 3 entrevues ou 5 entrevues, c'est une chose. Si vous en avez 50, le faire manuellement, c'est autre chose. Donc, il y a différents paramètres à considérer. Je vous mets une image qui était dans le volume de Tracy de 2020 que j'ai trouvé quand même intéressante. C'était la thèse de maîtrise d'une étudiante qui a fait du ligne par ligne. Donc, elle découpait chacune des lignes de ses entrevues qu'elle regroupait ensuite par thème avec différentes couleurs de post-it. Donc, ça se fait. Faut quand même être assez patient et moi, je verrais mon chien proche de mes piles de papier comme ça, mon niveau de stress serait très élevé. Donc, c'est tous des paramètres que vous devez prendre en considération pour voir quelle est la bonne façon de le faire, mais vous pouvez tout à fait le faire de manière manuelle.
Et je vais le dire maintenant, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais vous le redire plusieurs fois durant la formation. Le logiciel, peu importe le logiciel que vous utilisez, n'analyse pas vos données. Contrairement à des logiciels statistiques qui, eux, ont été programmés pour faire des analyses pour vous et vous donner les résultats, les logiciels d'analyse qualitative ne font pas d'analyse. Ils peuvent faire des requêtes, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent vous aider, mais ça demeure un outil qui est à votre disposition pour vous aider à faire vos propres analyses que vous devez utiliser avec votre propre rigueur. Donc, parfois, j'ai déjà vu dans des articles, et à mon sens, c'est faux, de dire parce qu'on utilise un logiciel, on a des analyses plus rigoureuses. Non. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'on peut le faire manuellement de façon aussi, sinon plus rigoureuse qu'en utilisant un logiciel. C'est vraiment un outil qu'on utilise. Donc, NVivo, qu'est-ce que c'est, comme les autres logiciels? C'est en fait un énorme classeur. Donc, c'est une façon de classer des données. Et nous créons des tiroirs et des dossiers dans lesquels on classe nos codes, nos thèmes et on fait, dans le fond, cette arbre thématique-là, cette hiérarchie pour pouvoir créer notre courte pointe dont on parlait la semaine dernière. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de facilement retracer des données classées dans un thème. Donc, vous ouvrez votre tiroir qui est votre thème, vous avez tout ce que vous avez classé à l'intérieur, donc c'est vraiment facile de le retrouver. Et ça permet aussi, ça c'est intéressant quand on va un peu plus loin dans les fonctionnalités, de faire des matrices ou des représentations graphiques. Donc, on peut aussi faire des requêtes textuelles, c'est-à-dire, puis on verra plus tard, mais par exemple, dire, OK, puis là, dans l'exemple du projet qu'on a, c'est, vous allez voir, ça va faire du sens, mais qui a parlé de tortue dans l'ensemble des données que j'ai? C'est sûr que si moi, je commence à chercher manuellement toutes les fois où quelqu'un a parlé de tortue, ça va être long. Par contre, NVivo est capable de me faire ça assez rapidement. Donc, c'est un classeur très, très puissant, mais ça demeure un classeur. Et quand on classe des choses, ben, ça peut être soit très bien classé. Donc, on voit ici quelqu'un qui a des systèmes de couleurs, que c'est très bien classé, c'est facile. On ouvre le tiroir, puis très rapidement, je peux voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon tiroir. Ça peut, par contre, ressembler à ça. Ça peut être un tiroir où on fait juste tout lancer nos trucs, on fait des grosses piles, puis on croise les doigts pour se rappeler où on a mis la facture qu'on a à payer la semaine prochaine. NVivo, c'est la même chose. On peut faire un très bon travail de classification, puis être ordonné, puis savoir où nos choses sont. Ça peut aussi ressembler à l'image de droit. Donc, je vous le répète, ça ne classera pas vos données pour vous. Ça fait certaines choses automatiquement pour regarder, mais c'est un outil qui est là pour vous aider et c'est votre responsabilité d'analyser, de classer vos données de manière rigoureuse et pour répondre à votre question de recherche en utilisant, on se rappelle la semaine dernière, une méthode qui est cohérente avec votre ontologie, votre épistémologie. Parce qu'NVivo a aucune ontologie, aucune épistémologie, on s'entend. Lui, c'est un classeur. Donc, il va faire ce que vous lui dites de faire. Retour sur une tabou qu'on a vue la semaine dernière parce que c'est important, on va en parler aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs termes et il n'y a pas de consensus définitif sur qu'est-ce qu'un code, qu'est-ce qu'un thème, qu'est-ce qu'une catégorie. L'important, encore une fois, c'est de choisir la définition qui fait du sens pour vous et de garder la même. Donc, si dans votre article, vous commencez par parler de thème, variez pas plus tard pour me dire bon, dans telle catégorie. Si c'est un thème, c'est un thème. Si c'est une catégorie, c'est une catégorie. Si les deux existent pour vous dans votre conception, mais veulent dire des choses différentes, c'est correct. Mais restez cohérent, cohérente dans comment vous l'utilisez. Aujourd'hui, ça va peut-être être un peu plus simple que la semaine dernière de voir qu'est-ce que je voulais dire par unité de sens. Mais une unité de sens, c'est une portion de texte, d'entrevue, de médias sociaux qui fait du sens, qui est importante pour répondre à ma question de recherche et donc que je vais vouloir codifier. Le code, c'est un peu l'étiquette, donc comment je nomme l'ensemble des unités de sens qui font partie
de cette catégorie, là. C'est difficile d'utiliser des mots sans utiliser d'autres mots, mais donc le code, c'est vraiment l'étiquette. Et le thème, c'est quand on commence à mettre des codes ensemble et qu'on commence à créer, à voir c'est quoi les patrons dans nos données. Et là, on va créer quelque chose d'un peu plus général. Est-ce que c'est correct pour vous? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on va utiliser euh, souvent aujourd'hui. Ça fait du sens? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a, là, comme par exemple, Camille, je vais utiliser beaucoup ces exemples aujourd'hui parce que Camille, en fait, elle a fait ses entrevues. Donc, on est rendu quoi? 15 entrevues, 16 entrevues de para-athlètes qu'elle a menées. Et là, elle est rendue à les analyser plus spécifiquement avec quel niveau parce qu'évidemment, elle a commencé à faire l'analyse avant, comme on a pu discuter la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va commencer un projet et on va importer nos données. Je vais commencer par faire ma diapo, après je vais basculer vers un niveau, puis on pourra voir qu'est-ce que ça veut dire. Euh, Généralement, surtout en sciences sociales, on va parler d'entrevues ou de groupes de discussion. Donc, généralement, c'est des transcriptions qu'on va avoir fait au préalable sur Word. Edvivo a un service de transcription, mais qui est assez coûteux, là. Donc, ça dépend de vos ressources financières. Il y a d'autres possibilités aussi à ce sujet-là. Et donc, mais il y a plein d'autres façons de faire. Il y a aussi toute une approche de faire des revues systématiques de la littérature par NVivo, parce que c'est un classeur. Donc, on peut tout à fait classer aussi des articles scientifiques. Il y a des gens qui utilisent des médias sociaux. On peut même utiliser, moi, j'avais utilisé dans ma thèse avec des photos et des légendes. Donc, j'avais mes sources de données, c'était des photos et les légendes qui accompagnaient. Il y a aussi des vidéos. Donc, on voit dans le projet type c'est tout à fait possible de codifier des vidéos dans NVivo. Donc, ou même codifier directement les fichiers audio de nos entrevues. Donc, c'est assez infini, là, pas infini, mais c'est assez large là, comme éventail de possibilités. Donc, il y a plein de fichiers qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Ce que je vous dis quand même, c'est attention quand vous téléversez vos fichiers. Donc, je sais pas si Camille, tu l'as déjà fait ou pas, le tester avec tes propres entrevues. Je pense qu'avec le temps, NVivo va devenir de plus en plus puissant, donc potentiellement, c'est moins un enjeu. Mais si vous essayez de mettre 20 entrevues d'un coup, pensez pas que vous allez commencer à codifier dans 5 minutes. Ça lui prend un temps là, pour les intégrer. Donc, vous pouvez aussi le faire un à la fois ou prévoir un certain temps où vous faites autre chose, mais vous les mettrez tout de suite dans votre NVivo. Puis ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est commencer aussi par explorer les fichiers, donc voir un peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est quoi les fonctionnalités. Donc, je vais juste voir. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer, je vais vous le montrer, là, on va y aller vraiment étape par étape. Donc, si je retourne à mon NVivo, donc vous voyez NVivo ici, si je veux vraiment à la base, là, puis j'ouvre NVivo, puis qu'il n'y a rien, j'arrive ici. Donc, je vais avoir mes projets récents. Si j'avais d'autres projets, ça serait ici. Sinon, je pourrais commencer un nouveau projet. Ici, il y a un exemple de projet multiméthode. Donc, c'est cet exemple-là que j'ai ouvert. Il y a aussi un exemple de projet avec des analyses automatisées. On va le voir dans leur exemple de projet multiméthode. J'ai déjà essayé. Moi, pour moi, je trouve que ça crée tellement de codes qui sont pas nécessaires avec mes questions de recherche que j'ai été submergée de codes qui, au final, étaient très peu utiles pour moi. Vous pouvez tester, voir qu'est-ce que ça donne. Euh, Ça dépend vraiment de notre objectif et vous devez quand même demeurer conscient que oui, là, on dit, ah, c'est des analyses automatisées, ils analysent tout pour moi, mais c'est une machine. C'est pas c'est quoi votre objectif de recherche et c'est pas la méthode que vous devez utiliser. Il n'y a pas d'ontologie ou d'épistémologie. Il y a pas une belle relation avec la vérité nécessairement comme vous pourriez l'avoir ou réfléchi. Donc, demeurez conscient de ça, mais c'est une possibilité là, qui s'offre maintenant. Donc, j'ai créé mon projet. Bon, évidemment, j'avais déjà mon projet ouvert, donc il n'aime pas ça. Envivo a tendance à être un peu capricieux sur certains éléments. Notamment, vous ne devez pas cliquer trop vite. Faites attention parce que ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas trop. Donc, bref, vous devez être patient, patiente avec Envivo. Mais voilà. Donc là, j'ouvre. Ici, tout est déjà fait. Donc, vous comprendrez que vous arrivez, puis ça sera pas tout écrit ici, vos cas, vos classifications, vos mémos. Vous devez créer votre propre
dans le fond, classeur. Donc, vous devez créer chaque élément. Vous voyez ici, même les données ils sont dans des genres de tiroirs. Donc, c'est vraiment l'idée du classeur ici. Ce que vous allez vouloir faire, c'est de téléverser vos fichiers ici. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs différentes sortes de fichiers. Donc, eux, c'était, si je me trompe pas, c'est comme une analyse par rapport à une région géographique sur certains éléments de l'environnement, de la nature, des changements climatiques. Donc, il avait fait des entrevues, il avait été voir dans la littérature et il y avait aussi des articles médias. Euh, donc, des articles de journaux qui parlaient de différents éléments, etc. Dans notre cas, pour la plupart, vous allez être dans des entrevues. Donc, vous voyez ici, j'ai différentes personnes. Euh, donc, généralement, on vous conseillerait pas de les appeler par des noms. Encore une fois, là, c'est plus au niveau de l'éthique de la recherche. Mais d'habitude, ça va être P1, P2, P3, les numéros de participants, à moins que vous ayez décidé de leur donner des pseudonymes ou que vous ayez un cas spécial où vous écriviez leur nom. Mais juste une petite parenthèse de la membre de comité éthique ici là, qui vous dit de faire attention à la protection de vos données. Donc ici, si j'avais, par exemple, j'avais mon fichier sur mon ordinateur avec mes transcriptions, je pourrais juste simplement les glisser à l'intérieur, puis NVivo va les enregistrer. Vous voyez, j'attire votre attention qu'ici, on a un document Word, ici, on a une vidéo, puis ici, on a un audio. Donc, NVivo nous montre en quelque sorte les différentes façons de codifier. Je vais vous montrer spécifiquement les versions Word parce que c'est généralement ça qu'on utilise, les transcriptions. Mais vous pourriez faire différemment. Il y a aussi toute, j'irai pas là-dedans, mais toute une façon aussi de faire une capture de médias sociaux. Donc, il y a un outil séparé qui s'appelle NCapture que vous pourriez utiliser pour aller chercher par exemple, si on voulait, en contexte sportif ou sur la violence envers les enfants, par exemple, la maltraitance, avec des certains mots-clics, allez voir. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur le mouvement MeToo. Donc, en utilisant ce mot-clic-là, pouvoir aller chercher tous les entrées qui avaient été faites sur certains médias sociaux et analyser ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui est possible avec elle. Donc, rapidement aussi, peut-être juste pour vous dire, OK, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça, c'est le nom du fichier, évidemment. Le nombre de codes, ici, c'est le nombre d'unités de sens. Non, c'est pas vrai. Le nombre de références, c'est le nombre d'unités de sens. Donc ça, c'est le nombre de passages que j'ai pris dans cette entrevue-là que je me dis, ah oui, ça, je dois faire quelque chose avec. Le nombre de codes, c'est les codes. Donc, c'est les différentes catégories dans lesquelles j'ai été classer mes unités de sens. Pourquoi c'est différent? Ben, c'est qu'on voit ici, Barbara, elle avait beaucoup de choses à dire. Donc, il y a 197 passages que je trouvais vraiment intéressants. Puis je me disais, ah, ça répond à ma question de recherche. Mais ces 197-là, ben, correspondent à 43 codes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, Barbara, il y a certains cas, donc certains sujets sur lesquels elle s'est beaucoup prononcée, puis elle en a parlé beaucoup, mais ça demeurait intéressant, donc je continuais à coder à l'intérieur de ces codes. Bon, modifier, c'est la dernière fois que quelqu'un l'a utilisé, puis modifier par, c'est, dans ce cas-ci, généralement, ça va être vous, là, donc c'est rare qu'on ait plusieurs dans un même fichier. Et c'est quoi la classification, puis des couleurs. Donc, vous pourriez, en continuant l'analogie du fichier, euh, les codifier selon une couleur. Là, ici, on n'a pas nécessairement la légende, mais vous pouvez mettre la légende que vous voulez, puis il y a différentes couleurs que vous pourriez utiliser. Si on ouvre Barbara, donc comme je vous dis, la première étape, c'est un peu d'aller regarder votre fichier, à quoi il ressemble. Donc, vous voyez ici, ça ressemblerait à ça, dépendamment de comment vous l'avez transcrit. Donc, on voit ici, par exemple, que la personne a transcrit l'intervieweur d'une autre couleur en mettant le nom et la personne, bon, Barbara, ce qu'elle dit, c'est ici. Si on veut modifier son entrevue, donc par exemple, parce que si j'arrive ici, puis vous voyez pas, mais si j'essaye de taper, il se passe rien. C'est une façon de protéger nos données. On veut pas, ça c'est nos données brutes. On veut pas être en train de faire un mémo, puis là, sans faire exprès, on se retrouve dans notre entrevue, on est en train de modifier des choses. On veut éviter ça.
Donc, NVivo, ce qu'il fait, ben, c'est qu'il nous oblige à cocher quelque chose parce que ça se peut que finalement, ah ben non, mais par rapport, c'était pas le 19, on est le 20 aujourd'hui, par exemple. Donc, je vais aller modifier ça. Mais il faut comme faire ce geste supplémentaire. Bon, ça, je vais y revenir tantôt. Donc, en gros, ça ressemble à ça. On regarde, on en a combien. Euh, Puis, on regarde juste à quoi ça ressemble NVivo. C'est quoi les différentes possibilités. Donc, ça, on a rentré nos entrevues, on les a ici, on est prêt à y aller. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, on a commencé notre projet. Et là, on va vouloir coder. C'est vraiment la base. On commence un peu nos différents fichiers. On veut coder. Comment on va faire ça? Bien, il y a différentes façons, différents niveaux. Donc, il y a différentes manières. On peut, puis là, je vais vous passer encore une fois, je vais vous passer un peu ma diapo, puis après, on retournera. Dans tout ce que vous voulez faire à peu près dans NVivo, vous pouvez soit glisser directement, comme drag and drop, ou utiliser le classique, le clic droit de votre souris. Donc, il y a plusieurs manières d'arriver à la même façon. L'important, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous. On va voir différents niveaux. Donc, ça, je vais vous montrer tout de suite les nœuds parents, les nœuds enfants, puis agréger l'encodage. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je retourne à Barbara, donc ici, je suis dans mes fichiers. Donc, ici, c'est vraiment comme mes entrevues, qu'est-ce que je veux codifier. Donc, c'est mes données. Ici, on est dans organiser. Donc, c'est là que je vais aller dans mon encodage. C'est ça mes codes. C'est ça que je veux construire. Donc, ici, j'ai déjà tout mon arbre thématique parce que c'est un exemple. Si vous aviez un nouveau projet, ça serait complètement vide. Il n'y aurait absolument rien parce qu'NVivo, euh, bon, à moins que vous lui aviez demandé d'auto-coder certaines choses, il ne sait pas qu'est-ce que vous voulez. Donc là, on voit ici qu'on a plusieurs différents éléments. Donc, on a au niveau de l'attitude, au niveau du changement de communauté, on voit qu'au niveau de l'économie, c'est un très gros thème parce que, il y a beaucoup, beaucoup de références. euh, Après, l'environnement naturel, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, les nœuds euh, pour NVivo, c'est sa façon de dire des codes. Des nœuds parce que c'est un peu comme si on voyait une carte conceptuelle. Il y a des nœuds qui sont liés par des lignes. Donc, c'est sa façon de nommer. En anglais, c'est des nodes. En français, c'est des nœuds. Donc, si on regarde, bon, c'est ça. Donc, mettons que je l'enlève. Ok. Donc, ici, qui parle pas de code, mais ici dit code, là. Mais c'est des nœuds enfants puis des nœuds parents ou des codes enfants et des codes parents. Il parle pas de thème NVivo et ça sera nulle part dans son explication, son vocabulaire à lui. Mais en gros, si on se fie à la définition que je vous ai présentée et qu'on utilise, c'est que ici, ça sera un code, et ici, ça sera un thème. Donc, l'économie, c'est un grand thème qui couvre les codes ou les sous-thèmes, agriculture, la pêche, le travail, le coût de la vie et le tourisme. Et ici, ça serait nos unités de sens, on est dans les références. Vous voyez ici, c'est différent, c'est écrit fichier. Tout à l'heure, quand j'étais dans le fichier, c'était les codes avec les références. En fait, ici, qu'est-ce que ça nous dit? C'est les fichiers, c'est le nombre de fichiers qui ont parlé de ce code ou ce sous-thème. Si on est dans des entrevues, ça peut vouloir dire le nombre de personnes. Si on est dans un groupe de discussion, ça veut pas dire ça, Colin, parce que tu as une transcription pour tes 6 personnes. Donc, tu peux pas te fier à ton fichier. Le fichier, c'est vraiment le document. Dans combien de documents est-ce qu'on a parlé de ça? Par contre, si on a un document par entrevue, ben, ça veut aussi dire le nombre de personnes d'une certaine façon. Donc, ça peut nous donner certains ordres de grandeur. Je vous rappelle, la semaine dernière, ce que je vous avais dit. Ici, on a de l'air de quantifier du qualitatif. Selon l'approche que vous utilisez, si vous êtes en poste positif, c'est super
utile, vous pourriez dire, ah ben 367 références. Clairement, la pêche, c'est le plus important, puis c'est ça que je vais présenter. Puis vous utilisez, puis vous dites, il y a 19 personnes qui ont parlé 367 fois de la pêche, donc ça nous dit que. Euh, Moi, je mettrai jamais ça dans mes articles. Pour moi, ça veut pas nécessairement dire que c'est le plus important. Donc, l'idée, c'est, mais ça vous donne quand même une certaine idée. Est-ce que vous me suivez? On est dans la cohérence de comment on le présente, comment on le voit. Mais ça peut quand même nous donner une certaine idée. Ça veut pas dire, par exemple, si on a 38 références de 14 personnes aux politiques ou à la gestion. Est-ce qu'on se dit, ah, ou sentiment de communauté, juste 4 références? Bon, c'est pas important. Mais vous voyez que c'est quand même des choses qui sont aussi beaucoup plus abstraites. C'est pas beaucoup de gens qui vont vous parler de politique de gestion de l'environnement. C'est pas la chose la plus versus parler, ben moi je pêche puis je peux plus pêcher maintenant. Donc, c'est sûr qu'on doit prendre en considération ça quand on fait l'analyse. Donc, juste pour vous donner, vous illustrer pourquoi ça serait simple de dire, ah ben clairement on va mettre tout l'article sur la pêche par exemple, mais c'est peut-être obscurcir certaines données très intéressantes, mais qui ont été nommées moins fréquentes. Donc, la fréquence, c'est vraiment juste un indice qui peut vous donner, mais c'est pas l'ensemble de ce que vous devriez regarder. Ceci étant dit, on est dans l'économie. Et là, commençons par coder. Et je vais coder n'importe quoi. Donc, je peux pas coder dans les bons endroits. Prenez pas ça en considération si vous évaluez, si vous regardez la vidéo. Je vais juste vous montrer la mécanique de qu'est-ce qu'on fait. Donc, si je dis que Barbara, bon, elle parle ici des différents accents qui étaient très distincts. Fait que là, moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Puis, je pense que l'accent, ça peut vraiment avoir un impact sur l'économie parce que les gens, quand ils ont des accents, ben, c'est intéressant. Fait qu'on va les entendre parler, fait que ça peut aider notre économie. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Je vais juste vraiment vous dire, OK, là, ça, c'est mon unité de sens. C'est que ma question, par exemple, pourrait être qu'est-ce qui a un impact sur l'économie de la région? Et moi, selon ce que j'ai lu, selon ce que j'en comprends des entrevues, je considère que les accents, ça peut être une réponse. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je l'ai surligné, j'ai mis en surbrillance, j'ai deux choix. Soit je clique dessus, vous voyez, là, il y a rien qui se passe, mais je vais l'amener jusqu'ici. Donc, pour moi, c'est comme ça peut être une raison qui motive le tourisme. Pourquoi pas? Et je le laisse ici. Vous voyez, ça elle est écrit encodé à tourisme, puis on a vu un nouveau fichier et une nouvelle référence. Si Barbara avait déjà dit quelque chose lié au tourisme, le fichier aurait pas augmenté parce que ça aurait été la même personne, mais on aurait eu une référence de plus. Comme je vous dis, vous pouvez faire l'ensemble des manipulations de deux façons différentes au moins. Donc, si je clique à droite, vous voyez encoder la sélection. Vous pouvez encoder la sélection. Si je clique là-dessus, ça va me demander, OK, ben voici tous les codes qui existent en ce moment. Où est-ce que tu veux le coder? Et là, je vais devoir aller cliquer pour trouver l'endroit spécifique. Je peux aussi, bon, là, il fait exprès. Je peux aussi encoder à des nœuds récents. Donc, peut-être que je suis en train de réviser mon code tourisme et donc je code beaucoup là où si j'en ai fait quelques-uns, il y en a eu quelques-uns. Et je vois, ah, ben oui, justement, c'est là que je veux coder. Donc, je vais le mettre là. Ou il me dit un nœud N vivo. Donc, vous voyez là, il dit plus code, il me dit nœud. Un nœud N vivo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nouveau. Et vivo, c'est dans vivant. Donc, c'est un nouveau. Euh, et là, qu'est-ce qu'il m'a... Ah, ben c'est que, OK, il le fait en créant un code avec exactement son nom. Donc, il a dit, ah, ben c'est ça, c'est le, le, le nœud qui correspond exactement à ce que tu as dit. Donc, voilà, je l'ai créé pour toi. Bon, là, je me rends compte que j'ai fait une erreur, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je peux aussi aller désencoder. Évidemment, si on code, on peut désencoder. Encore une fois, on peut désencoder, ça revient au même, comme j'ai dit, on va aller cliquer. On peut désencoder à partir des nœuds récents. Là, vous voyez, j'ai codé dans deux codes. Donc, c'est ici, là, je me dis, créer un nouveau code uniquement pour ça, c'est beaucoup trop spécifique, ça n'a pas d'allure. Je vais l'enlever ici. Je le désencode. Mais si je l'ai désencodé, mais j'ai pas supprimé ce code, il existe donc encore, mais il n'y a plus rien dedans. Je pitch plein d'affaires, c'est pour ça que je le...
C'est aussi pourquoi le regarder le vidéo avant puis de vous pré-tester un peu aussi parce que c'est juste comme là, je vous montre plein d'affaires très techniques. Mais vous allez voir qu'en testant avec vos propres données, ça devient un peu plus simple. Mais si vous avez des choses qui sont pas claires, comme levez la main ou dites-moi là tout de suite. Parce que c'est comme la base. On code, on désencode, on crée des nœuds. Là, je vais le supprimer parce que je ne le trouve pas très intéressant. Et je supprime vraiment ça. Là, ça a l'air très simple parce que c'est comme, OK, mais Stéphanie, tous tes codes sont là, t'as rien à faire. Mais on pourrait dire, ben non, mais Barbara parle d'accents euh, qui sont très distincts. Et ça, dans le fond, sa réponse est comme toute une autre. Ça n'a pas rapport avec l'économie, finalement, là. Tu sais, c'est peut-être pas en lien avec le tourisme. C'est peut-être en lien avec le sentiment d'identité des personnes. Là, je me dis, OK, ben ça n'existe pas. Les sentiments de communauté, mais on va dire que c'est différent. Donc, on va en créer un nouveau. Donc, si je fais glisser la sélection pour encoder vers un nouveau code, je vais me dire, OK, tu veux créer un nouveau code, ça serait quoi? Là, je décide qu'est-ce que c'est. Donc, sentiment d'identité. Je pourrais faire une description ici pour qui servira au codebook. Je vous dirai plus tard, moi, je j'apprécie pas particulièrement le codebook d'Envivo, mais ça, c'est mon sentiment personnel. Et créer un sentiment d'identité avec un fichier, une référence. Voilà. Donc, quand vous êtes du début, vous allez avoir rien. Vous allez devoir créer vos premiers fichiers comme ça. Encore une fois, j'aurais pu faire la même chose si j'avais encodé la sélection ici, puis j'avais voulu faire un nouveau code. J'aurais pu créer ici un nouveau code en cliquant. Donc, je continue à cliquer à droite, nouveau code, ça m'apporte au même endroit. Là, ben, je me dis, OK. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un nœud parent, c'est-à-dire c'est un nœud de premier niveau. C'est le parent de tous les bébés nœuds qui vont après. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est NVivo. Mais je me dis finalement, le sentiment d'identité, c'est tant différent du sentiment de communauté. Peut-être que ça en fait partie. Puis vous voyez, il y a même local identity. Donc, j'ai de la suite dans les idées avec les personnes qui ont codé ça. Puis je me dis, OK, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le mettre comme nœud enfant. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, encore, c'est que je le prends, je le clique, puis là, vous voyez là, comment qui est très capricieux à niveau, j'ai pas cliqué comme il voulait. Là, qu'on clique tranquillement une fois, puis une deuxième fois, et là, je vais le mettre dans Sense of Community. Qu'est-ce qui arrive? Ben, il s'est mis en dessous. Donc là, on voit que ce n'est plus un code parent, c'est un code enfant de Sense of Community. Vous comprendrez que si ça fait pas beaucoup de sens d'avoir local identity et sentiment d'identité séparés, mais c'est pas, l'objectif, c'est pas d'avoir une belle analyse, c'est vraiment de voir la technique. Donc là, j'ai dit, OK, il y a des nœuds parents, il y a des nœuds enfants. Ce qu'on pourrait appeler, bon, les codes, c'est les étiquettes. Puis ici, donc ici, ça serait des codes avec sentiment d'identité. Par exemple, si on aurait quelque chose qui commencerait à ressembler à un thème, parce que c'est sentiment de communauté qui est créé par une connexion locale, une identité locale, des connaissances locales. La dernière chose que j'avais dans la diapo avant qu'on bascule, c'est agréger les nœuds enfants-parents. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit si c'est les fichiers, ici c'est les unités de sens, les références. Donc, on voit si je mets ça, là, je le rentre, si on veut, dans son nœud parent. C'est comme s'il y avait juste trois fichiers et quatre références. Quand j'ai dit tout à l'heure, on compare à économie. Ben là, économie, j'ai fait quelque chose, ça a changé. Mais quand on compare, par exemple, à environnement naturel, mon Dieu, il est beaucoup moins important. Il y a juste quatre références versus 324. Mais si je l'ouvre, ben, c'est bizarre parce que ici, j'en ai d'autres références. J'ai 35, j'ai 43. Pourquoi qu'ici, c'est 4? C'est parce qu'en ce moment, c'est désagrégé. C'est-à-dire que Vivo, il me calcule qu'est-ce que j'ai mis uniquement dans ce niveau-là, qui est de un higher order, donc le niveau plus haut. Ça se peut qu'il y a des choses qui sont dans le sentiment. Tu sais, il y a peut-être des gens qui m'ont dit j'ai un fort sentiment de communauté à ma région géographique. Ben ça, c'est pas vraiment une connexion, une identité, une connaissance. C'est directement le parler de sentiment de communauté. Je vais aller le coder directement au niveau sentiment de communauté. Mais ça n'inclut pas les autres. Donc, comment est-ce que je pourrais faire? Et ça, c'est vraiment propre à vous. Et puis, ça peut être utile ou pas de les avoir agrégés ou désagrégés. Donc, ça dépend vraiment
comment vous voulez analyser vos données. Mais juste pour que vous sachiez, si vous cliquez à droite et vous faites agréger l'encodage à partir des enfants. Donc, si je fais ça, soudainement, dans Sense of Community, j'ai 90 références. Parce que là, il est allé chercher tout ce que j'avais codé dans les nœuds enfants. Donc, on voit que le thème, tout de même pas aussi gros en termes de référence que l'environnement naturel, mais on n'est plus à 4, on est à 90. Donc, ça fait quand même une différence. Et ça se peut que je veuille pas non plus faire ça. Donc, vous voyez, tantôt, économie était très gros, puis je l'ai désagrégé. Et là, j'ai juste une référence d'une personne que j'ai mis direct dans économie. Mais si je vais agréger l'encodage, on revient à 487. C'est bon? Ça fait du sens? Des questions? Non? OK, donc, on a glissé, clic droit, on a les nœuds parents, nœuds enfants, agrégé l'encodage, l'affichage et le surlignage. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce que j'ai codé? Je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'étais dans mon entrevue, j'ai codé l'unité de sens. Ben, un coup, je l'ai mis, ben, ça disparaît. Donc, comment est-ce que je vais savoir où je suis rendu? C'est un peu comme peinturer une pièce blanche, là. Avec de la peinture blanche. Des fois, on se perd où on est rendu. Il y a différentes manières de le voir. Ensuite, d'aller visualiser. Donc, quand on est dans notre codage, on fait ce codage-là. Le niveau, c'est un peu de comprendre la mécanique de mon arbre thématique. Mais ensuite, c'est plus dans la visualisation de voir où j'en suis rendu, qu'est-ce qu'il y a dans mes codes. Et ça, on les a un peu vus. Fait que je vais revenir à haute action après, mais on va commencer par affichage, voir les codes. Donc, affichage, voir les codes. Donc, ici, disons que je peux le... Bon, je me rappelle plus comment réduire ça. Donc, vous voyez ici, j'ai codé quelque chose dans Barbara, mais on le voit plus. Mais c'est pas parce que on le voit plus qu'il n'est plus codé. Donc, comment est-ce que je peux revenir voir que j'ai bel et bien comme parce que ça se peut que là, je ferme ça, je reviens une semaine après, puis je suis comme non, je suis pas mal sûre que j'avais codé quand on parlait d'accent, comment je peux savoir? Vous voyez ici en haut, c'est les bandes d'encodage. Ici, on est à aucun. On peut mettre tout ou on peut mettre certains éléments sélectionnés. Là, j'ai hâte de voir si je mets tout. OK. Donc, tout ici, il y a beaucoup, beaucoup parce que c'est tous les codes qui ont été codés dans son entrevue. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, et Barbara, on l'avait vu, il y avait quand même pas mal d'unités de sens, mais on voit pour la portion ici, on voit les codes qui ont été parce qu'il y a une bande ici, on voit, il n'y a rien. Tu sais, donc, oui, effectivement, ici, il y a quelque chose à quelque part dans son entrevue qui a été mis là. Donc, Ecosystem Services, il y a quelque chose dans son entrevue qu'elle a dit par rapport à ça, mais c'est pas ici. C'est si je descends, bon, là, on va voir, ça commence à, quand que c'est des petites colonnes oranges, ça veut dire qu'il y a quelque chose spécifiquement là. Puis si je clique dessus, ça me montre qu'est-ce qui a été codé là. Donc, si je remonte à mes accents, ici. Donc, on voit, je l'avais codé dans le sentiment d'identité qui est dans le tourisme. Donc, si je code ici, ah oui, effectivement, il est en surbrillance. Donc, je vois ici. Donc, les bandes d'encodage, c'est ce que vous trouvez ici. OK? La surbrillance, c'est ce qui est dans le texte. Je pourrais, là, je l'ai mis, surbrillance, c'est encodage pour les éléments sélectionnés. Je pourrais mettre l'ensemble. Le truc, c'est qu'ici, et ça, c'est spécifique c'est qu'ils ont créé des cas, une classification de cas. J'ai réalisé très rapidement tantôt, mais quand on fait ça, tout est surbrillé. Donc là, c'est comme, OK, ben, ça m'aide pas plus non plus à voir qu'est-ce que j'ai mis, puis qu'est-ce que j'ai codé parce que l'ensemble est en surbrillance. Donc là, je veux pas ça, mais les bandes d'encodage, ça m'aide. C'est juste que quand j'ai beaucoup codé, c'est sûr que ça peut être un peu difficile à voir ici. Il faut que je fasse un peu de travail. Mais ça nous permet de voir ça. Donc, on a vu les bandes d'encodage, on les voit ici. Euh, si je tasse ça, on les voit dans les entrevues. On peut les voir aussi, les bandes d'encodage en haut. Donc, ça, c'est une autre façon. Il y a toujours nos fichiers ici qui peuvent nous aider avec l'encodage de plage et tout ça.
Donc, tout à l'heure, dans les... qu'est-ce qu'on avait ici? On avait codage, double... OK. Donc, parfait. Maintenant, je sais que j'ai codé des choses. Mais là, je veux voir dans, par exemple, ma bande d'encodage, justement. Euh, j'ai vu que j'ai bel et bien codé. Bon, on va voir ici, par exemple. Si j'ai codé que ça, c'était positif. OK, parfait. Donc, je vois que pour Barbara, si j'ai codé que c'était positif. Qu'est-ce que ce code-là a? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur que qu'est-ce que j'ai mis pour Barbara? Si je clique 2 fois sur la petite bande ici, ce que ça va faire, après avoir travaillé un peu, c'est que ça va m'ouvrir mon code positif et je vois l'ensemble de ce que j'ai mis à l'intérieur. Pas juste pour Barbara, mais pour l'ensemble de mes entrevues. Donc, ici, ce qu'on voit, on voit le fichier qui est d'une entrevue qui est Barbara. Pour ce code, j'ai 5 références encodées. Bon, la couverture, c'est plus ou moins important à mon avis. Ici, j'ai Charles aussi qui en a parlé 3 fois et on le voit à l'intérieur de ça. Donc, vous voyez que on peut maintenant rapidement voir, et moi, c'est un des avantages, c'est-à-dire quand on codifie nos données, et quand on a commencé, puis on a fait au moins la moitié, par exemple, de nos données, de nos entrevues, ben là, on peut ouvrir, puis là, c'est sûr que positif, bon, peut-être que c'est assez facile à voir, mais mettons que j'ouvrirais politique et gestion. Donc là, vous voyez que je l'ai fait encore en 2 fois, comme je dis, on peut tout faire en 2 fois. C'est que je l'avais fait dans les bandes d'encodage. Je suis allée directement cliquer sur le code ici. Donc, ici, c'est la même chose, mais c'est différent parce que là, ici, ce qu'il a mis, c'est une présentation. Donc, il a encodé une présentation que quelqu'un a fait. Bon, ici, c'est une présentation avec un son. Donc, c'est pas Ah, mais ici, il y a une entrevue de Barbara. Donc, on voit qu'il a mis plusieurs différentes sources. Et on voit, bon, qu'est-ce que Barbara a dit ici, Charles, etc. Donc, on peut cliquer ici, on peut cliquer sur les bandes d'encodage, mais ça nous permet de voir, puis vraiment d'aller rapidement regarder qu'est-ce qui est dans mon code, qu'est-ce qui est dans mon thème ensuite, pour voir est-ce que ça fait du sens, est-ce que mon histoire, comme on a dit la dernière fois, faire d'analyse qualitative, c'est un peu comme faire une courte pointe, c'est-à-dire qu'on déconstruit toutes nos entrevues, toutes nos données, nos sources, pour créer un peu, bon, voir, OK, le rouge va ensemble, les fleurs vont ensemble, puis ensuite, on recommence à créer quelque chose d'autre en mettant ensemble ce qui va ensemble et en créant des patrons qui, dans ce cas-ci, sont nos thèmes. Donc, on veut s'assurer que les thèmes qu'on est en train de créer, ça fait du sens. Si je suis dans mon code positif, ou dans mon code politique et gestion, et que là, on parle de comment les accents, c'est le fun parce que ça l'aide à l'identité, ben, je suis pas sûre que ça va là. Peut-être que cette journée-là, je sais pas pourquoi, j'avais lu un article scientifique qui faisait vraiment, là, j'étais partie sur les accents sont importants pour l'ensemble de mes codes. Mais peut-être qu'en me relisant, je vais me dire, OK, cette journée-là, j'ai été beaucoup trop enthousiaste par rapport à cet article-là. Je vais désencoder ça, puis je vais prendre un petit pas de recul, par exemple. Est-ce que ça va jusque très silencieuse, silencieuse? J'espère que c'est parce que c'est quand même clair. C'est sûr que c'est difficile à le voir puis à se figurer si on n'a pas nos problèmes. Donc, on a double-cliqué sur un nœud pour voir les codages, on a vu les bandes, le surlignage, on a vu le désencoder. Le fusionner, dans le fond, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand on prend un nœud puis on le met dans un autre, on peut le revoir. Ensuite, on peut voir les propriétés et les annotations. Donc, les annotations, ça, c'est intéressant aussi. OK. Donc, si je veux fermer mon code, je vais revenir à Barbara et je vais enlever mes bandes d'encodage. Donc, je les ai donc, enlevées et enlever mon surlignage. Donc, je suis à l'entrevue généralement. Donc, si on fait fusionner, comme je vous ai dit, je prends un code. Donc, par exemple, peut-être qu'ici, je sais vraiment pas quoi faire avec mon sentiment d'identité, avec mes accents. Là, clairement, je sais pas trop comment gérer ça, mais finalement, je trouve que ça va plus dans sentiment de communauté. Je trouve que ça va, bon, dans infrastructure. Donc, vous voyez qu'ici, je l'ai pris ici, puis je le mets là. Donc, il y a une façon de fusionner, puis là, il devient
partie, là, il est un nœud enfant d'infrastructure. Ça, c'est ce qu'on veut dire par fusionner. Euh, par annotation, ce qu'on peut faire, c'est que, encore une fois, si bon, ici, je prends, puis là, elle parle de ces problématiques au niveau des permis pour avoir une fausse sceptique, si j'en comprends bien. Je clique à droite, donc je peux encoder tout ça, désencoder. Je peux faire une annotation. Une nouvelle annotation ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va m'ouvrir ici un petit fichier en bas. Et en gros, c'est pour prendre une note. Donc, c'est ça une annotation. C'est que je me dis, ah, bon, peut-être que je l'ai codé puis que j'ai fait quelque chose avec, mais peut-être qu'ici, ça me rappelle que Charles, lui, il était pas d'accord avec ça. Lui, il avait parlé, lui, il avait eu une expérience très facile pour sa fausse. Donc, je dis, peut-être vérifier propos de Charles concernant le permis de fausse sceptique. Je suis en train de coder des choses que je pensais jamais coder dans ma vie, mais on est là. Donc, vérifier les propos de gens. Donc, je veux me rappeler, tu sais, je pourrais prendre une note à part. Moi, c'est mon genre, prendre une note sur un papier. Si vous voyez les piles de papier que j'ai ici, je l'aurais probablement perdu. Mais si je le mets dans mon annotation, là, il est directement lié à une de mes entrevues. Et j'ai la notation ici. Ce que je peux voir, c'est que quand je regarde ici le document, on peut voir ou pas les annotations. Mais ici, on voit qu'il y en a une. Donc, si je réouvre mon entrevue, je vais le voir. Je vais pouvoir ici voir la notation. Mais au-delà de ça, c'est que je peux voir dans ici la section commentaires. Si j'ouvre, toutes mes annotations sont ici. Donc, je vois qu'il y en a une. Bon, il y en avait une première pour Barbara, il y en avait une deuxième aussi pour Barbara, puis je pourrais, si je voulais, ouvrir puis voir l'ensemble. Donc, ça, c'est toutes les notes que je me suis mises à quelque part puis que je voulais revenir dessus. Donc, plutôt qu'avoir des notes manuscrites à côté, d'en parler à quelqu'un ou qui avait, par exemple, m'envoyer des messages vocaux pour me résumer certaines entrevues. Donc, il y a plein de choses qu'on a, mais là, on les a au même endroit. Donc, c'est quand même facilitant si on se pose des questions pour faire le suivi, surtout si, je vais pas vous décourager, mais c'est rare qu'on s'assied puis on fait ça, là, de manière diligente à tous les jours, 3 heures par jour pendant quelques semaines. On va faire un petit blitz d'analyse. Après, la vie va nous envoyer d'autres choses. On va écrire un article, on va aller faire une présentation, on va avoir des examens de fin de session, puis on va y revenir. Puis là, c'est quoi déjà que j'avais pensé entre Barbara et Charles, je me rappelle plus. Puis là, l'important, c'est d'avoir pris justement ces annotations-là ou avoir fait des mémos. Ça va? Voilà. Voilà. Donc, parfait. Donc, ça, c'est la base du codage. C'est vraiment les débuts. Puis c'est la base de ce que vous aurez à faire pour coder, pour analyser votre texte. C'est vraiment le temps de poser des questions, de me dire si c'est pas clair, parce qu'après, on va dans d'autres choses que je vais voir quand même un peu plus rapidement. Je pense que je vais faire quand même, je vais avancer encore un peu avant de prendre une pause, mais que ça va. Ouais. Donc, si demain, là, vous aviez une entrevue là, à commencer à analyser, là, vous savez comment faire. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu peux revenir à un niveau, s'il te plaît? C'est plus Oui, facile d'expliquer comme ça. Dans ton codage, oui. dans tes codes, en fait. Tu parles de nœuds parents, nœuds enfants et tout. Est-ce que, puis là, comme tu en as regroupé ensemble, est-ce qu'on est mieux de comme juste coder comme on le sent, puis tout ça, puis après, on peut regrouper ensemble? Ou toi, exemple, est-ce que tu fais ça au fur et à mesure? En disant, ah, peut-être que ça pourrait rentrer là-dedans? Ou est-ce qu'on perd notre temps d'essayer de faire ça en même temps? On n'est pas mieux de faire ça tout à la fin en regardant notre codage? C'est une excellente question, Corinne, qui est comme un peu entre les deux, si tu veux, formations, là. Euh, généralement, tu sais, comme j'avais dit, tu sais, là, c'est super clean, là, c'est économie, agriculture, tu sais, on est allé comme, c'est une base quasiment finale. Fait que, moi, mes bases au début puis au milieu, ils ressemblent pas du tout à ça. Tu sais, j'ai dit aussi la semaine dernière, moi, il y a un point où je me sens submergée parce que j'ai beaucoup, beaucoup de code. Fait que j'ai plutôt tendance à coder, surtout si on y va, bon, ma réponse, c'est si on y va de manière inductive, euh, d'y aller le plus proche de ce que les personnes disent
puis de tranquillement aller vers les patrons. Après, il y a des choses qui vont être assez claires. C'est-à-dire que, comment je dirais ça? J'essaie de trouver un exemple qui serait, tu sais, des choses qu'on va rapidement ou que tout le monde nous dit, tu sais, comme sur par exemple, les motivations de commencer à devenir un arbitre. Tout le monde parle du fait qu'il y a des personnes, il y a quelqu'un qui leur en a parlé. Il y a quelqu'un qui leur a proposé de. Mais généralement, ils vont dire, ben, c'est ma mère. Moi, je me rappelle, c'est ma mère qui m'a dit qu'il fallait que je me trouve une job. C'est mon père qui était déjà arbitre. C'est le responsable des arbitres qui, vu que j'étais athlète d'un certain âge, m'a proposé ça. Mais là, si tu rapidement les regroupes pas, tu sais, on s'entend que c'est pas important que tu ailles séparément ma mère, mon père ou un membre de la famille, quelqu'un de l'association, tout ça. C'est que tu vas en avoir 100. Puis là, ça devient compliqué cognitivement pour toi de le voir. Fait qu'il y en a que tu vas rapidement dire, ah, ben, ça, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. C'est pas vraiment grave que ce soit telle personne, telle personne, telle personne. Je vais les rassembler tout de suite. Fait que ça, qu'on le fasse assez rapidement, tu sais, ça va. Mais il y a des thèmes quand même que tu sais pas trop ou que tu veux te donner le temps, surtout pour les éléments plus spécifiques ou qui vont répondre à ta question de recherche. Ça, je pense que c'est tout à fait correct de prendre le temps puis de faire au moins, c'est une bonne moitié d'entrevue ou de matériel pour se donner un sens de c'est quoi qu'on a entre les mains. Parce que si on commence trop vite à regrouper ou à faire des thèmes, c'est comme si on part sur une ligne. Puis on se dit, OK, ben ça, je l'ai, mon thème, il est là. Mais peut-être que c'était tes deux premières entrevues qui avaient ce thème-là. Peut-être qu'il n'y a pas rapport avec le reste. C'est correct, mais c'est juste, tu veux pas non plus être prise à essayer de fitter des trucs dans des thèmes. Fait-tu du sens? T'as Oui. répondu à ta question? Oui, OK. À l'inverse, si tu as un cadre déductif puis tu dis, ben moi, je code, tu sais, je code selon une théorie ou selon un modèle, ben ils sont déjà toutes là, tes codes, puis tu fais juste les rentrer, ben juste, tu les rentres dedans. Après, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui rentrent pas nécessairement dans ce cadre-là, mais c'est différent. OK? Voilà. Puis comme j'ai dit aussi, là, ici, le pas, là, il y a mais il n'y a pas autre. Moi, j'ai toujours une catégorie autre parce qu'il y a des choses que je réponds pas nécessairement à ma question de recherche, mais je veux pas perdre. Fait que je les mets là. Je me dis, j'y reviendrai un jour. Généralement, ils font pas partie de mes données, mais c'est une façon pour moi de faire mon deuil en plusieurs étapes. Donc, je partage ce truc si ça peut vous être utile. OK, donc, on a commencé à coder. Ensuite, les attributs, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais je veux vous dire, parce que je trouve ça quand même intéressant, c'est que vous pouvez donner des attributs à vos entrevues, et là, ça devient un cas. C'est vraiment juste du vocabulaire que NVivo utilise pour différencier les différentes choses que vous pouvez faire. Euh, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu, puis pourquoi ça peut être intéressant. Donc, ici, on a nos données, donc nos fichiers. On peut faire une classification du fichier. Donc, c'est juste vous dire rapidement, parce que ça peut être mélangeant si ça vous intéresse de faire ça. Pourquoi on classifie pas le fichier ici? Ici, euh, la classification de fichier, c'est quel type de document est-ce que j'ai? Donc, est-ce que j'ai des images? Est-ce que j'ai GIS et des trucs par GPS, là, je me suis Geographical Imaging System, je crois. Des entrevues ou des références. Donc, c'est si je veux croiser différents types de sources ou de données. Ici, dans les cas, c'est des personnes, bon, des lieux, des organisations, etc. Ah, ils n'en ont pas fait. OK, oui. Donc, ici, j'ai des cas, j'ai des personnes, donc mes participants qui ont participé aux entrevues. Ici, j'ai un questionnaire parce qu'on peut aussi faire un méthode mixte. Donc, dépendamment, là, je sais pas, Kathleen, si c'est quoi les éléments que tu voudrais, mais comme des réponses à des sondages qui sont qualitatives, on peut aussi les analyser avec NVivo, c'est intéressant quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Barbara, si je l'ouvre, ça va me montrer. C'est ça, je vais voir.
Donc, propriété d'un cas, des valeurs d'attributs. Ah, il les a pas attribués. Mais, OK. Donc, si je dis, euh, on crée un nouveau cas, une nouvelle personne. Ici, j'ai des attributs. Et les attributs, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc, il vient de quel canton? Il vient de quelle communauté? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la pêche commerciale? C'est quoi son groupe d'âge? C'est quoi son genre? Son niveau d'éducation? Pourquoi c'est intéressant, ça? Puis je pourrais créer d'autres attributs. C'est quoi son type de sport? Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en faisant ça, par la suite, NVivo va nous permettre de croiser des données. Donc, je pourrais, par exemple, voir pour tel thème, est-ce que les propos des femmes et des hommes sont différents? Est-ce que les propos des gens de 14-25 ans sont différents des propos de gens de 50 ans et plus? Encore une fois, c'est un outil qu'on a, mais ça peut quand même nous donner des éléments intéressants. On n'est pas en statistique, on fera pas de test de T pour voir s'il y a une différence significative, mais est-ce qu'il y a des thèmes qui sont interprétés un peu différemment si on est une femme ou un homme? Ou est-ce que ce thème-là, par exemple, là, je vais dire quelque chose, mais disons, le thème sur les accents, c'est juste des femmes qui en parlent. Les hommes en parlent pas du tout. Ah, qu'est-ce que ça me fait dire? Est-ce que c'est parce que c'est pas important? Est-ce que je sais pas, mais souvent, ou si on veut faire une analyse genrée, donc passer sur le genre, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant d'aller séparer. Ou si on avait, des fois, par multi-informant. Donc, Kathleen, je sais pas si c'est quelque chose qui est dans ton cas, mais quelque chose que moi, je trouverais vraiment intéressant en sport, c'est parler au coach, tu sais, une triade, disons, coach, athlète, parent, une triade qui sont les mêmes, là. Donc, le coach de l'athlète et le parent de l'athlète et comparer certains points de vue par rapport à des thèmes. Ça pourrait être super intéressant de faire ça. Donc, ça, c'est ce que ça nous permet si on utilise des attributs. Voilà pour ça. Donc, je vais aller rapidement là-dessus. Mais ça vous montre ici, par exemple, bon, si on avait une personne, on pourrait décider, puis on peut créer ces listes d'attributs-là, même sur Excel, puis les téléverser. Mais on pourrait séparer par âge et par sport et voir, puis là, créer une matrice croisée. On va le voir tantôt dans les requêtes, mais qu'est-ce que les personnes de 14-18 ans en sport individuel disent de la violence psychologique, par exemple? Ou, tu sais, en sport individuel, ne parlent pas du tout de violence physique. Ah, c'est étonnant. On peut pas dire, mais ça veut dire qu'ils en vivent pas. Non. Ça veut dire que dans les personnes à qui on a parlé, ben, les personnes qui pratiquent un sport individuel ont pas parlé de violence physique. Donc, ça nous dit que peut-être dans une future étude potentiellement quantitative, là, où on voudrait avoir un beaucoup plus grand échantillon, ce serait peut-être une piste à aller creuser, par exemple. OK, donc je vais vous donner ces astuces de collagène. Après, on va faire une petite pause, puis on reviendra. Mais deux astuces qui sont pour moi importantes puis qui m'ont comme vraiment facilité la vie à plusieurs reprises. Premièrement, j'en avais parlé rapidement la semaine dernière, mais je veux vous le dire, puis presque tout le monde fait ça, là, c'est pas quelque chose j'ai rien inventé, là. Euh, c'est ce que moi j'appelle les citations en or ou ici memorable quotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire je suis partie sur un exemple. Quand je fais ça, je pars sur des exemples. L'autre fois, c'était des tortues, puis là, je parle d'accent. Mais donc là, je trouve que Barbara, quand elle a parlé de l'importance des accents, puis le fait que dans telle île, puis dans telle région, c'était donc différent, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Puis je me dis, tu sais, souvent quand on code, vous allez le voir, puis je vous l'ai dit la semaine dernière, on est nos propres instruments de mesure. Donc, vous allez lire, vous allez analyser, puis il y a certains passages qui vont vous rester ou qui vont vibrer. Puis vous dites, ça, c'est sûr que je mets dans mon article. Comme ça illustre tellement bien les propos, c'est tellement bien dit, c'est tellement percutant, ça répond tellement bien à ma question de recherche. Je ne dois pas perdre cette citation-là. Donc, oui, on veut absolument. Donc, tu sais, les accents, c'est important pour. Là, on est rendu dans infrastructure. Donc, tu sais, le sentiment d'inclusion, de communauté ou d'identité est important pour l'infrastructure. Donc, je veux le coder là parce que dans mon analyse, dans ma courte pointe, c'est là que ça fait du sens. Par contre, je veux aussi le retrouver rapidement parce que sinon, je vais être obligée de me dire, OK, c'est qui? Est-ce que c'est Barbara qui avait parlé de ça à tel moment?
Non, ce que je veux faire, et là, j'ai plus la même citation, mais c'est pas grave, c'est que je vais prendre la même chose. Donc, je le code une fois dans l'infrastructure, par exemple. Donc, je suis ailleurs, là, je code des nouvelles choses, juste pour vous donner l'exemple. Mais je vais coder cette unité de sens-là dans infrastructure ici. Mais je trouve que c'est tellement bien dit, puis ça serait pas cette citation-là, mais ça serait vraiment une autre citation où elle aurait dit quelque chose de vraiment particulier. Et je la mettrais aussi dans Memorable Quotes. Et ça, ce que ça va me permettre, c'est que, comme on a vu tout à l'heure, si je clique 2 fois dessus, à la toute fin, comme toute fin, j'ai toutes les citations qui sont comme «Oh wow!» Donc, justement, ici, tu sais, la personne dit, tu peux aller n'importe où dans le monde, puis quand tu reviens chez toi, tu baisses ta fenêtre, puis là, il se sent, il fait, ah ouais, là, je le sens, je suis chez nous. Tu reconnais cette odeur-là. Euh, c'est quand même puissant, là. Tu sais, on le voit pourquoi les personnes l'avaient mis dans les memorable quotes, puis il y en a d'autres, mais euh, c'est quelque chose qui est marquant, puis on les a toutes. Donc, on fait toutes nos, notre codage, ça, on le voit vraiment à la fin quand on est dans la rédaction, puis on se dit, ah, c'est quoi les perles que j'avais, les éléments qui sont vraiment restés avec moi. Voilà. L'autre chose qui est vraiment, puis ça, c'est peut-être de la surprotection de mes données ou vous verrez bien, puis vous pouvez l'utiliser ou pas. Moi, ça m'a servi à quelques reprises. Évidemment, on veut enregistrer quelques copies, c'est-à-dire ben, ça se peut que vous ayez avancé dans vos analyses. On espère qu'il se passe rien avec vos ordinateurs, mais il y a tellement de travail qui va là-dedans. Enregistrer des copies sur le OneDrive pour vous assurer que vous avez la bonne version. Vous pouvez aussi enregistrer une copie à jour, c'est-à-dire, bon, ben, peut-être qu'une semaine, puis la semaine d'après, j'enregistre une autre copie sur le OneDrive. Parce que des fois, on est vraiment motivé ou comme je dis, on a lu là, une série d'articles, j'ai vu des TED Talks de quelqu'un qui a fait une recherche sur les accents, puis ça m'a tellement marqué. Là, je suis partie là-dessus pendant une semaine, puis là, je me réveille, puis je suis comme, ah ouais, là, j'ai exagéré, là. C'est pas vraiment ça. Mais j'ai tout codé. Comment je fais pour revenir en arrière? Si j'ai enregistré une version d'il y a une semaine, je peux revenir à ma version d'il y a une semaine et repartir peut-être de là. Si à l'inverse, puis c'est normal, nos pensées évoluent, notre app thématique va évoluer. Il y a un point où, par exemple, dans le projet avec les jeunes officiels, Sylvie puis moi, après plusieurs discussions, après avoir codé presque l'ensemble et tout ça, on s'est dit, OK, clairement, tous ces propos-là, ça tombe dans des stratégies d'adaptation de coping. Donc, on va prendre comment qui était, j'avais déjà commencé à les codifier, mais on va formaliser ça dans une nouvelle série de cas. Mais en même temps, peut-être que je vais vouloir revenir ou peut-être qu'il y a, comme en tout cas, on avait mis certaines théories ensemble, peut-être que ça fera pas la version finale. Si j'enregistre pas de version de ça, ce que je fais, ben, c'est que je vais devoir tout défaire puis recommencer. Puis est-ce que je me rappelle spécifiquement comment c'était codé avant? Peut-être pas. Donc, on peut enregistrer des versions complètes. On peut aussi créer ici, mettons, un nouveau code. Et moi, c'est ce que je fais. C'est comme une version, je sais pas, le 20 février 25. Et ce que je ferais, c'est que collerais. Je copie, là, si je fais ça, je le ferai pas parce que niveau va avoir mal au ventre, mais je vais le coller à l'intérieur de ce nœud-là. Et donc, j'ai en somme l'ensemble de mon arbre thématique dans un nouveau code qui s'appelle version que je reviendrai peut-être pas, ou peut-être que je vais revenir pour comparer aussi. Pourquoi des fois je... Et là, ici, je peux changer, faire différentes versions et tout ça. Et j'ai toujours comme cette sécurité mentale et technologique-là que je peux revenir à cette version-là. Et ça, je l'ai déjà fait, en fait. Euh, donc, c'est des trucs, c'est des astuces. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'enregistrer différentes versions dans le temps. Par contre, je pense que c'est quand même un bon plan. Mais de le faire ici, ça vous permet aussi de le réouvrir puis de peut-être un peu comparer votre table thématique, ce qui peut être intéressant. Et les citations en or, là, ça, je vous conseille vraiment, c'est comme un conseil de base qui va vous faciliter la vie là, à un certain moment. Donc, j'arrêterai mon partage d'écran ici. Euh,
Je nous donnerais 5 minutes de pause. Je sais que c'est pas beaucoup pour du en ligne, que je vous lance plein de choses, mais il reste encore quelques éléments. Donc, je nous donnerais jusqu'à 18 pour qu'on puisse revenir puis qu'on passe à travers le reste. Est-ce que ça vous va? Parfait. Donc, 5 minutes jusqu'à 18. À tout à l'heure. Voilà. Donc, Émilie a recommencé l'enregistrement. Donc, on va poursuivre notre rapide pause. Euh, Oups, pardon, pardon. OK, donc on était dans les astuces de codage. Le prochain élément que je veux vous montrer, dont je veux discuter, c'est le codebook, dans le fond. Donc, on en a parlé un peu la semaine dernière. Je vous l'ai dit aussi, ça fait pas consensus. Donc, c'est pas tout le monde qui vont utiliser un codebook. Et même dans l'analyse thématique de Brown et Clark, elles sont pas nécessairement, quand on est plus dans l'interprétation, dans l'approche réflexive qu'elles utilisent et pour lequel elles ont publié plus récemment, le codebook est pas nécessairement quelque chose qu'elles suggèrent. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'utilisation d'un codebook comme stratégie de rigueur en analyse qualitative parce que, d'une part, moi, je suis très visuelle, donc ça me permet aussi de bien coordonner, bien ordonner les différents éléments, de voir aussi la progression dans l'histoire qui commence à prendre forme, qui commence à prendre un sens. Euh, et aussi, ce qui est vraiment très utile, surtout là, on est dans une formation plus pour les étudiants et étudiantes, mais c'est de partager votre compréhension à la personne qui vous supervise ou dans des équipes. Donc, je vais vous partager un exemple, mais c'est quelque chose qui est quand même essentiel là, vous êtes en train d'analyser, vous ne pouvez pas et ne devez pas rester seul avec vos données. Vous devez être vraiment dans, OK, aller tester un peu en expliquant à d'autres personnes votre compréhension, comment vous commencez à faire du sens de ces données-là. Vous pouvez le faire de différentes manières, évidemment, mais un codebook, c'est vraiment ce qui vous permet de formaliser euh, votre compréhension de ben, pourquoi j'ai codé ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si c'est un exemple, mais euh, d'autres influences sur les enseignants, enseignantes. Ça veut dire quoi ça? Parce que moi, par exemple, si je codais quelque chose, peut-être que mon code, comment je définirais autre influence sur les enseignants, enseignantes, ça serait pas du tout la même chose que ce que vous définiriez. L'important, c'est pas que ce soit la bonne définition, parce qu'on se rappelle, on n'est pas nécessairement dans on veut une réponse unique. L'idée, c'est que vous soyez en mesure de le définir pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir montrer que vous avez réfléchi au sens que vous donnez, à l'histoire que vous êtes en train de construire. Puis ensuite, ben, ce que ça vous permet de voir, c'est est-ce qu'il y a des différences entre vos codes? Si j'ai autre influence sur les enseignants, enseignantes, puis si j'ai là, je vais mettre très gros, là, évidemment, personne ne ferait ça. Mais influence extérieure sur les enseignants, enseignantes. OK? Là, il serait un après l'autre. Donc, évidemment, vous le verriez rapidement, mais des fois, on les met dans des thèmes différents, mais des codes très similaires. Puis là, la question, c'est, ben, pourquoi sont séparés? Comment tu sais que tu mets quelque chose dans un versus dans l'autre? Est-ce qu'ils ont besoin d'être séparés ou on est rendu peut-être à les mettre ensemble, il y a quelque chose qu'on doit réfléchir par rapport à nos codes ou notre thème. Donc, ça facilite ce travail. Je vais vous partager juste rapidement, je voulais vous l'ouvrir pour vous montrer ma façon de fonctionner. Donc, ici, c'est dans le projet des jeunes officiels, justement. J'ai plein de mémos, plein de choses. Mais entre autres, ma passion à l'idée de faire différentes versions. Donc, mon codebook aussi évolue. Puis, je trouve ça quand même important de garder des traces de comment ma pensée évolue. Donc, moi, j'ai différentes versions. Pas juste, c'est pas une question que j'ai peur des pertes, elles sont toutes au même endroit. C'est plus une question de le 11, euh, le 11 décembre 2020, puis le 13 janvier, ben, il y a quelque chose qui a changé, puis mon final, ben, c'est quelque chose de différent aussi. Donc, ça me permet de garder une trace, puis de voir, puis de si, à un moment donné, je suis comme je me rappelle plus du tout pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai une version antérieure que je peux aller voir avec certaines notes, puis ça peut m'aider. Si j'ouvre, là, vous allez dire, OK, ben, dans Excel, pourquoi on ferait un codebook dans Excel?
C'est une excellente question. C'est un choix personnel à moi. Moi, j'aime Excel. Pourquoi? Parce qu'on peut masquer des colonnes, on peut masquer des lignes. Je le trouve beaucoup plus facile à naviguer que Word. Word, quand on fait un tableau, comme surtout là, j'ai un tableau comme de plusieurs. Tu sais, vous voyez le curseur ici, là, c'est très long. Word aurait beaucoup de difficulté à gérer ça, ça buggerait un peu tout le temps. Euh, donc, moi, je préfère Excel. NVivo a une forme de codebook. Malheureusement, il différencie très peu les niveaux. C'est difficile à voir à l'œil, donc ça, j'aime moins ça. Et on peut mettre une définition. Donc, quand vous voyez tout à l'heure dans les propriétés, il nous permet de mettre une définition, mais il n'y a rien d'autre. Donc, je peux pas mettre d'exemple. Je peux pas de rajouter de colonne. Donc, il y a un nombre de mots maximum. Donc, pour moi, il me permet pas de faire ce que je veux, puis il est pas assez flexible. Donc, c'est pour ça que je préfère pas. Donc, ici, vous voyez des données. Bon, évidemment, il n'y a rien qui est identificateur, donc je ne partagerai pas ça si c'était pas le cas, mais c'est quand même des données de recherche. Ce que vous voyez, c'est que bon, mon nœud parent, c'est mon grand nœud, donc mon thème, généralement mon plus grand thème. Donc, si j'avais piste de prévention, par exemple. Ensuite, j'ai des codes, mais de différents niveaux. Donc, j'allais jusqu'au code niveau 3. Et mon code niveau 3, il apparaît nulle part dans mon article. C'est comme un niveau c'est probablement dans les premiers codes que j'ai fait que je garde parce que ben, parfois c'est intéressant de voir. Mais ici, ce qui va être plus intéressant probablement dans mon article, ça va être le nœud parent, donc mon thème, mon code niveau 1 qui est comme le code le plus explicite. Puis ensuite, mes codes niveau 2, ça va être généralement des exemples que je vais donner, mais on voit bien qu'ici, mieux former les codes. Puis vous voyez la différence de niveau, c'est-à-dire, attendez, euh, bon, comme par exemple ici, on parlait de mécanisme de plainte. Ben, mon code, ça s'appelle rendre ça moins compliqué. Donc ça, c'est probablement textuellement quelqu'un qui m'a dit ça. Faut rendre ça moins compliqué. Et j'ai commencé avec ça. Mais après, ben, connaître les procédures, rendre ça moins compliqué, ça se recoupe ensemble, donc j'ai des recoupances. Mais dans comment je vais l'expliquer, par contre, je vais peut-être aller m'inspirer de ce que les gens ont dit. Donc, j'ai les différents niveaux de code. Ici, j'ai une définition. Ça, c'est super important. Puis quand je travaille avec des étudiants et étudiantes, des fois, ils vont rapidement. Euh, mais pour moi, c'est super important parce que c'est ça qui me permet de voir comment tu comprends. Donc, c'est dans tes mots. Donc, par exemple, ici, donc, rendre ça moins compliqué. Ça a l'air très simple. Est-ce que j'ai vraiment besoin de définir? Mais peut-être que je comprendrais pas de la même façon que vous. Donc, par exemple, si j'avais dit quelques arbitres ont dit que les procédures sont parfois complexes à comprendre et à suivre. Donc, il suggère que de rendre le mécanisme de plainte le plus simple et facile possible pour s'assurer que les jeunes arbitres se sentent à l'aise de l'utiliser adéquatement. On voit que on est dans l'analyse, là. Et il y a potentiellement certains éléments de ça qui vont aller dans mon article ou dans ma rédaction parce que je suis déjà en train d'expliquer mon niveau de pensée. Ensuite, toujours des exemples, donc une citation de qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de ça. Ça me permet aussi d'illustrer. Et ici, moi, je rajoute une note référence, j'en mets pas souvent, mais par exemple ici, donc quand je fais des changements, ici, j'avais mis une note que ce nœud-là avait été sorti de sensibilisation parce que c'est, bon, c'est vraiment un détail, là, je comprends même pas en lisant, fait que je vais aller chercher un autre exemple. Mais par exemple, ici, on prend le nœud dossier de points qui était initialement séparé. Donc ici, dans rendre les sanctions plus sévères, il y avait une idée que j'avais trouvée vraiment intéressante d'avoir des dossiers de points, c'est-à-dire que les coachs ont des points et que ça les suit à chaque année. Donc, je l'avais gardé séparé longtemps parce que je trouvais ça tellement intéressant. Mais éventuellement, en écrivant, on se rend compte qu'on peut pas tout dire. Puis là, je me suis dit, OK, ben, c'est pas si loin que ça des sanctions, donc je le mets là. Mais je me suis mis une note pour si un jour, justement, je reviens 6 mois plus tard, je me dis, mais il est où mon dossier de points? Je tenais tellement à ce code-là. Ben, je vais bien voir que j'avais pris une décision à ce moment-là de l'entrer dans un autre code. Vous voyez aussi que je mets des codes de couleur, c'est-à-dire que là, ça, c'est toute la prévention. Mais après, on est dans une autre couleur, donc ça, c'est un autre gros nœud parent. Donc, la violence vécue. Et je définis tout. Donc, je définis même le grand thème. Puis ça peut avoir de l'air simple, mais des fois, bon, ici, évidemment, le haut arbitre, coach joueur, je ne l'ai pas défini. Je pense que ça, c'était assez de base, mais conséquence, je l'ai défini. Qu'est-ce que je veux dire par conséquence? Tu
C'est quoi que j'entends que je rentre à l'intérieur de là. Donc, c'est toutes les conséquences ou les effets que les participants ont dit vivre par rapport à des événements de violence ou d'intimidation qui peuvent être d'ordre émotionnel, par exemple tristesse, frustration ou comportemental, s'isoler ou pleurer. Certains parlent aussi d'un effet d'accumulation dans une journée ou dans le temps. Donc, c'est tout ça. Donc, moi, en tant que superviseur, par exemple, je devrais pouvoir prendre votre codebook, prendre deux, trois entrevues et coder pratiquement la même chose que vous. C'est ce niveau de détail-là. Je dois comprendre. Puis plus les codes sont importants, par exemple, mieux ils doivent être définis. Ici, par exemple, dans le coping, là, vous verrez dans les références, c'est que ça, c'était dans un deuxième tour de roue où Sylvie et moi, on avait décidé de commencer à utiliser des modèles parce que là, on n'a pas inventé le coping. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Donc, on va aller utiliser des modèles théoriques pour ancrer notre catégorisation, notre codification. Et c'est là qu'on les a mis. Donc, dans les notes et les références, ici, je mettais parfois des éléments très spécifiques avec les notes d'où je les avais pris, les références, pour éventuellement ma rédaction. Donc, on voit tout ça. Je lui ai dit, on était dans un système itératif, mais déjà, là, je réfléchis à ma prochaine étape. J'ai pas mis ça avant que je sois rendue probablement à la moitié aux trois quarts de mes entrevues, là. Mais là, j'ai rechangé, je suis allée chercher des modèles, j'ai lu là-dessus, puis j'ai été mettre pourquoi que ça l'influençait par la suite ma définition. Ça fait du sens? Donc, ça, c'est les codebooks. Très important. C'est pas tout le monde qui en fait, mais comme je dis, si vous travaillez avec moi, c'est sûr que vous allez en faire un. Ma petite souris. Voyons. OK, vous voyez ma présentation PowerPoint maintenant? Je me prends une web. Ce qui nous amène aux mémos. Donc, on va voir dans NVivo comment créer des mémos. Il y a plusieurs types de mémos, comme on l'a vu la semaine dernière. Il y a des mémos qui sont vraiment liés à chaque participant ou participante. Et là, c'est pas une erreur, il y a des mémos, il y a mémos avec un S, parce qu'il y a plusieurs mémos qui peuvent être liés à des participants, participantes. Il y a de manière séparée et très importante votre journal d'analyse. C'est-à-dire, vous décrivez toutes les étapes un peu techniques que vous faites. Ensuite, il y a des mémos analytiques que vous pouvez faire et les annotations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment peut-être des notes très précises par rapport à certains éléments quand vous êtes dans des entrevues. Ce qui est bien encore d'un Vivo, un de ses avantages, de ses capacités d'être un grand classeur, c'est que vous pouvez lier les mémos aux items que vous discutez. Donc, vous pouvez lier les mémos des participants aux participants participantes. Donc, c'est très facile versus avoir ça, par exemple, dans Word. Moi, je les ai aussi séparément dans Word, mais ils sont tous séparés. Il faut que j'aille ouvrir un, ouvrir l'autre, tandis que là, je peux cliquer dessus et je peux même, avec des liens à, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans mon mémo, prendre une note par rapport à quelque chose que la participante a dit et aller le lier spécifiquement à cet endroit-là dans son entrevue. Donc, ça me permet de naviguer beaucoup plus rapidement. Puis, quand je retourne ou je veux faire un autre niveau d'analyse, de pouvoir me rendre où je veux me rendre facilement. Donc, on va voir ça. Mais aussi, un petit retour sur une diapo qu'on a vue la semaine dernière, c'est que les mémos, ils sont extrêmement importants. Ils sont importants à toutes les étapes. Donc, même, je l'ai dit la semaine dernière, puis on est dans le processus actuellement de le faire. Mais moi, je demande aux gens qui font des transcriptions de faire des mémos post-transcription. Parce que la transcription, ça fait partie de l'analyse. Il y a une forme d'analyse à l'intérieur de ça. C'est aussi généralement pas les mêmes personnes qui font l'analyse. Donc, c'est un autre paire de yeux, un autre cerveau qui réfléchit à ce qu'elle entend, à ce qu'elle transcrit. Et donc, ça nous permet d'avoir une autre perspective. Ça peut être super riche. Donc, mes mots post-transcription, mes mots post-entrevue aussi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, Camille, après chaque entrevue, elle devait écrire qu'est-ce qu'elle a pensé, comment ça s'est senti, qui est survenu, etc. Donc, ça, c'est déjà des traces qu'on a avant même qu'on dans la codification et qu'on peut mettre dans le Vivo. Ensuite, bon, on l'a vu, là, des mémos analytiques, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez faire des mémos, sur des questionnements que vous avez, sur des difficultés qui surviennent, sur des liens que vous voyez en différents participants. Donc, il y a plusieurs types de mémos. Par contre, et encore un rappel, c'est que
on peut devenir facilement submergé, c'est-à-dire, oui, on peut prendre des notes à l'infini sur ce qu'on est en train d'analyser. C'est important de le faire parce que ça fait partie des stratégies de rigueur, du processus réflexif de l'interprétation que vous faites. Mais vous devez aussi trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire que on veut pas non plus avoir tellement de mémos qu'on sait plus quoi en faire ou qu'on devient paralysé dans notre analyse. C'est pas mieux. Les mémos, c'est aussi par contre une autre façon de pouvoir communiquer. Donc, si vous avez par exemple des questions que vous vous posez que vous voulez voir dans une prochaine rencontre de laboratoire ou avec votre directrice ou directeur, ben c'est une bonne façon de les mettre, puis de vous arrivez avec votre ordinateur, vous pouvez facilement faire le lien avec l'endroit dans l'entrevue que vous aviez une question et tout ça. Donc, je vais revenir. Donc, comment on fait tout ça dans NVivo? Pardon. Donc, on a vu l'encodage, on a vu les cas rapidement. Là, on va être ici dans ce qui est commentaire, c'est-à-dire tout ce qui est des ajouts par rapport à nos données. Donc, on a d'autres choses, mais on va commencer par les mémos. Donc, on voit qu'ici, il y a plusieurs types de mémos qu'eux et elles ont fait. On va y aller, par exemple. Donc, ici, avait un mémo sur le protocole du projet. Donc, toute question faite, par exemple, c'est pas un gros mémo, là, mais ça pourrait ressembler à votre journal d'analyse. Moi, dans mon cas, je fais mon journal d'analyse dans NVivo. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un nouveau mémo. On pourrait aussi, par exemple, importer des mémos. Donc, ça se peut que vous ayez commencé votre journal d'analyse dans Word, par exemple, ou ailleurs, puis vous vouliez le mettre ici. Donc, nouveau mémo, puis là, bon, ça serait mon journal d'analyse avec description, par exemple. Je peux t'attribuer rien. Et ici, bon, évidemment, je devrais cocher ça si je voulais le modifier. Mais en gros, ici, on est un peu comme dans un Word. Donc, moi, ce que je faisais, par exemple, c'est, bon, le 20 février 2025, euh, j'ai révisé la codification. C'est vraiment comme un journal, un peu un journal intime, qu'est-ce que j'ai fait dans mes analyses aujourd'hui. J'ai révisé la codification de Barbara à la suite de ma lecture de l'article sur les accents que j'avais beaucoup aimé. Ah là là, que j'avais beaucoup aimé. Ça va habiter pour la postérité sur Internet, les niaiseries que je dis, mais c'est correct. Ça, c'est comme des, vous allez vous rappeler de ça par la suite. Donc, bon, j'ai fait ça, par exemple, je me suis quand même questionnée, là, je me demande est-ce que je, tu sais, donc j'écris tout ça. Je me questionne quand même ici, c'est édition. Donc, c'est essentiellement comme Word. C'est vraiment la même façon. Vous pourriez mettre du gras, vous pourriez mettre des titres, etc. Vous pourriez rechercher à l'intérieur de votre mémo. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose. C'est facile à trouver, mais si ça fait 6 mois puis que vous avez fait plusieurs entrées, vous pourriez rechercher à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est quand même vraiment aidant là, pour vous organiser. Donc, ça, c'est le journal d'analyse qui est vraiment sur qu'est-ce qui est plus technique, là, les suivis ou les questions que vous posez. Ici, ils ont des journaux, des mémos d'analyse, justement. Donc, par exemple, se sont rendus compte que il y avait beaucoup de chiens bruyants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, oui, on a des difficultés au niveau de nos enregistrements. Donc, on l'a quand même mis. Tu sais, c'est une difficulté au niveau de la collecte de données qui peut influencer l'analyse. Donc, voilà. Ici, on a un mémo sur l'identité. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, sur l'identité et la connaissance locale. Donc, ici, puis là, il y a plusieurs personnes qui mettent des notes dans ce mémo-là, donc qui s'identifient. Ils disent, ah, il y a beaucoup de... Puis c'est justement, c'est quelque chose, après quelques entrevues que je code, je commence à me rendre compte que ils parlent que c'est en train de... Il y a des nouveaux qui arrivent qui n'ont pas ce même sentiment de communauté-là, tu sais, puis ben, versus, tu sais, être local versus pas local, etc. Donc, c'est quand même intéressant, ça ressort. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui dit, hey, moi aussi, j'ai commencé à voir ça, tu sais, que il y a des gens, on dirait, qui se sentent pas à l'aise qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent, etc. Là, on voit que c'est en surbrillance, puis qu'il y a un petit ici. Ça veut dire que, là, je peux aller cliquer dessus, non, mais c'est les liens au mémo ou les liens à. Fait que ce qu'on veut, c'est ouvrir, par exemple, euh, le lien. Donc, on voit ici, c'est que j'ai pu ouvrir ce pourquoi.
elle avait fait le mémo. Vous voyez, ça, c'est l'entrevue. C'est notre fichier d'entrevue, qu'on était en train de coder tout à l'heure. On est dans la codification. Mais c'est comme, c'est ma troisième entrevue, par exemple. Là, je me rends compte, ah, c'est la troisième personne qui parle de ça. Je l'ai codé, là, dans le sentiment de communauté. Mais j'ai comme un sentiment où j'ai une réflexion par rapport à ça qui dépasse juste la codification, qui est comme dans le questionnement. Puis je me dis, ah, ça vaut peut-être la peine de l'écrire. Donc, quand je suis dedans, je vais coder, je vais cliquer à droite. Ici, il y a lien à. Donc, je peux faire un lien au mémo. Si je fais un lien au mémo, il faut que le mémo soit existant. Donc, il va probablement m'ouvrir les différents mémos que. Ah, c'est ça, je suis comme trop loin. Lié à un nouveau mémo ou à un mémo existant. Ou lien à. Je peux créer un nouveau lien à. Et les nouveaux liens à, ils vont tous se mettre dans une catégorie ici. Et si je fais dans un bon lien à un mémo, à un nouveau mémo, donc je me dis, OK, là, j'en avais pas parlé du sentiment de communauté, puis je me disais que c'est vraiment important, fait que je vais faire un sentiment de communauté. Puis on voit que là, j'ai fait le lien. Et ici, j'ai ce nouveau mémo, mettons il ne se trouve pas tout de suite. J'ai sentiment de communauté ici, qui est qu'on voit là, dans les mémos, ici, que j'ai ouvert sentiment de communauté. Je l'ouvre, il n'y a rien encore. Tu sais, on code pas les mémos, c'est une façon d'écrire, donc j'ai rien écrit. Mais j'ai des liens à. Donc, on voit que ça peut marcher vraiment. Afficher des liens à. Ah non, c'est pas les liens, c'est le lien au mémo. Lien au mémo. C'est deux choses différentes. C'est ça qui est particulier, là. C'est qu'on a deux choses. On a des liens à puis des liens au mémo. Donc, les liens au mémo sont vraiment spécifiquement faits. Puis si on est dans le lien à, on va être dans. On le fait à l'inverse. Donc, on est dedans, puis c'est ici qu'on va dans le mémo. Excusez-moi, c'est pas super clair mon affaire. Il faudrait que j'écrive quelque chose. Modifier. Donc, j'ai remarqué dans les entrevues, blablabla. Puis là, ici, je vais faire lien, lien à, nouveau lien à. Et c'est là où je vais aller sélectionner dans, bon, par exemple, dans mon fichier, là, mes entrevues, Barbara. Donc, j'ai lié Barbara à le lien ici. Donc, j'ai lié toute l'entrevue dans ce cas-ci, mais je pourrais aller reprendre son entrevue. Puis, dans l'entrevue, si je veux aller coder quelque chose qui est beaucoup plus spécifique, là, je le fais dans l'entrevue, puis je fais clic droit, lié à, avec le mémo. Donc, c'est là qu'on a les deux différents types de liens. C'est pas super clair, là, les éléments, mais en gros, moi, comment j'utilisais ça? C'est que les liens au mémo, c'était pour les participants. Donc, par exemple, ce que je faisais, c'est que je créais dans un fichier Word, par exemple, mon participant 1 d'entrevue, je mettais son fichier, son mémo de transcription et son mémo post-entrevue dans le même fichier. Et là, dans les mémos, j'ai tous les mémos liés à mes participants et je vais les linker directement avec les entrevues. Donc, c'est ici que je vais faire mon lien entre l'entrevue et entre les mémos qui sont liés aux participants. Donc, c'est plus facile de faire le lien. Ensuite, les liens à qui sont ici. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est pour des choses, oh, je sais pas, c'est overview, this photo. On va pas sur les entrevues. Ça. Vous voyez, option éléments existants. Ici, c'est le contenu entier. Fait que c'est sur le contenu sélectionné. Mais si je faisais copier, je ferais par exemple coller en tant que lien à. C'est ça.
Vous voyez ici, mais là, il aurait fallu que je m'excuse. Je vais tout recommencer ça, ça va être beaucoup plus clair. Là, je l'ai fait, puis il apparaît même pas. Donc, si je veux copier, je veux faire un lien à un passage spécifique dans un paragraphe, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici bon, les sentiments forts. Et là, je dois surbriller qu'est-ce que je veux lier. Et je dois coller le tout à l'heure, je suis allée dans mon entrevue ici. Donc, par exemple, Mary and James, ils ont une entrevue ici. Puis là, James, il parle que sa famille, ça fait pas longtemps qu'il est ici par rapport à la famille de sa blonde ou sa sœur, je sais pas c'est qui, Margaret. Donc, c'est ça que je trouve important. Je vais copier cette section-là. Je veux le mettre en lien à dans sentiment de communauté. Donc, dans sentiment de communauté, je surbrille qu'est-ce que je veux mettre en lien avec la portion dans l'entrevue. Et en cliquant à droite, je vais coller en tant que lien à. Ici, j'avais fait, mais j'avais mis dans le vide, fait qu'on voit pas grand-chose. Mais ici, je l'ai lié vraiment à des mots. Donc, ce que ça me permet, c'est de faire le lien. Puis là, on voit le sentiment de communauté ici, qui va aller réouvrir directement dans l'entrevue. Corinne a cligne des yeux. C'est pas, là, c'est comme, on est rendu à un autre niveau de manipulation dans NVivo. Je vous le montre parce qu'on a passé sur le codage, on l'a passé beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante parce que c'est ça que vous allez faire le plus. Quand vous serez rendu là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours googler. Il y a beaucoup de tutoriels si vous voulez, une étape par une étape. Ou sinon, vous pouvez pour les personnes qui sont dans le même bâtiment que moi, comme Corinne, qui a de l'air un peu découragée à ce point-ci, venir cogner à ma porte, puis ça va me faire plaisir qu'on le fasse ensemble quand tu auras ton vidéo devant toi. Euh, donc, ça, c'est les liens à les mémos. Le plus important, je vous dirais, là, ça, c'est des liens, c'est intéressant, c'est vraiment le fun d'en savoir, mais le plus important, ça demeure quand même que vos mémos ici, vous devez avoir un journal d'analyse. Vous devez, quand vous avez des questionnements, vous créez des nouveaux mémos ici, vous avez juste à faire nouveaux mémos, puis à l'écrire à l'intérieur de ça. Ici, par exemple, ils ont aussi des mémos d'équipe, donc ils se créent des dossiers dans leurs mémos. Donc, par exemple, moi, j'avais un dossier pour mes participants, participantes, j'avais un dossier qui était mon journal d'analyse. Je créais aussi un mémo à chaque fois que j'avais une rencontre avec Sylvie pour discuter de mes analyses parce que ça me permettait de faire un peu un voici les décisions qu'on a prises. Donc, tous les éléments, ils sont là et je peux y retourner très facilement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les annotations, tous les liens à aussi. Donc, on peut les voir en liste puis y retourner pour dire, ah, ben, ça, c'est tous les éléments que je me posais une question ou que je trouvais important. Pourquoi déjà? Parce que ça fait peut-être 6 mois que j'ai codé ça. Bon, mais là, je peux retourner puis ça va me rappeler pourquoi j'avais mis un lien là. Avez-vous des questions? Non. J'avais une question plus Oui? globale, là. Donc, je me demandais, est-ce que c'est un logiciel qui se prête bien au travail en équipe si on est plusieurs à travailler dessus? Oui, NVivo, il y a des fonctions de travail en équipe. Euh, Ça peut être, il y a différentes façons de le faire. Je sais qu'il y a une version comme en ligne. Je ne sais pas à quel point c'est rendu parce que j'ai entendu des bons et des mauvais côtés de la version en ligne, là, où des fois il y a eu des éléments qui se perdaient ou que c'était un peu plus compliqué. Mais là, je parle de ça, ça fait peut-être 3 4 ans, donc ça a évolué assez rapidement. Sinon, il y a une façon d'intégrer la même version d'une autre personne pour comparer du codage aussi. Donc, il y a une façon de le faire. Euh, Ça serait à tester. Je l'ai moins fait comme ça. Moi, j'ai plus fait en travaillant en équipe, mais pas nécessairement sur les mêmes fichiers. Parfait, ça répond à mes questions, merci. Parfait, merci.
Donc, il reste quelques minutes. Je vais vous montrer les requêtes. Quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant pour explorer nos données. Ça donne une certaine idée aussi, ça peut donner aussi une certaine idée de comment les illustrer par la suite. Par contre, j'ai mis une page ici de Jane Volpe White dans sa formation, c'est que les requêtes vont juste être aussi fortes que qu'est-ce que vous mettez dedans. Donc, si vous avez organisé votre classeur, euh, comme on avait vu à la droite en pile, un peu pêle-mêle, en mettant ça un peu n'importe comment, vous avez beau mettre des requêtes, ce qui va sortir, ben, ça sera pas super intéressant ou super clair. Donc, vous devez avoir fait un codage et une réflexion qui est vraiment très bonne sur votre projet. Parce qu'encore une fois, on va faire des requêtes, je vais vous montrer, ça sort plein de choses, c'est super intéressant, je peux faire des nuages de mots. Mais c'est pas de l'analyse. Il répond à une question que vous avez fait, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour vous aider vous-même à répondre ou à faire du sens de certains éléments. Donc, vous devez aussi être capable de vous poser des questions pertinentes parce qu'on peut faire des requêtes sur plein de choses, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc, si les jeunes de 14-18 ans, ben, ils pêchent moins au niveau commercial que les gens de 50 ans et plus, c'est pas une grande trouvaille, là. C'est juste qu'ils sont encore à l'école et donc, en conséquence, n'ont pas de travail à temps plein. C'est normal. Et ensuite, ben, vous devez être capable d'interpréter, mais aussi de remettre en question ce que ça vous donne. Comme je vous dis, là, si vous sortez ça ou si vous m'apportez ça comme superviseur, vous dites, hey, là, ça, on n'a jamais vu ça, là, les 14-18 ans, là, c'est vraiment pas important, la pêche commerciale, ça veut dire donc que la pêche commerciale, c'est fini, là. Comme il y en aura plus, il n'y a plus de génération de pêcheurs commerciaux. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut comme aussi prendre un pas de recul puis être en mesure d'être critique avec ses propres données. Donc, on va voir par contre comment qu'on fait. Il y a plusieurs différentes façons. On peut explorer par mot, donc recherche textuelle, c'est là on va voir les tortues. C'est possible de tout ce qu'on fait, on peut les sauvegarder. Fait qu'on peut y revenir par la suite. Puis on peut voir, bon, par mot, on peut voir où et qui a parlé de tortue et c'est quoi les mots les plus fréquents. Donc ça, des fois, les mots les plus fréquents, c'est quand même intéressant de voir si on met toutes nos entrevues, puis on se dit, ah, c'est quoi les mots que les gens ont dit le plus souvent? Ça peut nous donner certaines pistes qu'on n'aurait pas du tout pensé par avant, là, comme on part puis on n'a aucune idée. Donc, mettons, je ferme tout ça. Là, ça se peut. On va voir à quel point le niveau il est en forme. Donc, tout ça, c'est dans Explorer, de différents niveaux de requête. Donc, si je fais une recherche textuelle, ce que je recherche, c'est tortue. Euh, et là, il y a différents niveaux. La correspondance exacte, moi, je veux une correspondance exacte, mais on peut faire différents niveaux. On peut faire dans différents fichiers ou différents éléments et étendre à... Euh, non, je vais faire aucune sinon ça va être avec fichier alias. On va tous les fichiers. Oh, j'ai hâte de voir. Tous les fichiers. Là, on va voir, ça va être long. Aucune! Ah, non. Ah, évidemment, je cherche un mot en français, en anglais. Dans des fichiers en anglais, ça va pas bien. Donc, vous voyez, il a été quand même assez rapide. Puis on voit qu'il y a différents fichiers qui ont parlé de tortue, ou turtle en anglais, et le nombre de références. Donc, hey, ici, là, ben évidemment, c'est logique, là, c'est comme un post sur les effets des plages artificielles sur la nourriture pour. Donc, il y a clairement des choses spécifiques aux tortues. Mais donc, on voit que si je clique dessus, ça va m'ouvrir le fichier, puis je vais voir exactement où ils ont parlé de tortues. Mais ici, vous voyez qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, on peut voir les références. Donc, je peux voir spécifiquement qu'est-ce que les gens ont dit. Donc, et le service des parcs a commencé à creuser des nids de tortues. Je peux voir les synapses. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, oh, c'est tout petit. Je peux pas. Non, je peux pas. En gros, ce que c'est, là, c'est très petit. Ah, OK. C'est que j'ai tortue dans le milieu. OK, je vais vous rapprocher avant. Puis ce que je vois, c'est les mots les plus souvent avant et les mots les plus souvent après.
Donc, par exemple, on travaille beaucoup en violence. Évidemment, bon, si j'avais ici violence, après, j'aurais peut-être psychologique, physique, sexuelle, et je pourrais voir lesquels, par la taille des mots, reviennent le plus souvent après. Donc, c'est quand même intéressant pour nous donner une rapidité. Turtle, souvent, qu'est-ce qui revient après, c'est nesting. Donc, vraiment, au niveau de la nidification, nest ici, donc j'aurais bien pu les mettre ensemble si j'avais voulu. Puis là, il y a plein d'autres choses, mais tu sais, ça, c'est pas vraiment important, là, comme on voit qu'il y en a des, c'est tout petit, versus nesting qui est quand même assez gros. Puis ici, si avant. Donc, si turtle, c'est logique. Mais, tu sais, pour certains mots intéressants, on pourrait être curieux de voir qu'est-ce qui sort. Donc, ça, c'est recherche textuelle. Ensuite, on a fréquence de mots. Donc, fréquence de mots, parce qu'on a vu à peu près, mais on veut voir c'est quoi les mots qui sont les plus fréquents. Puis ici, on a une longueur minimale de 3 parce qu'on veut pas, par exemple, je vais peut-être mettre 4 parce qu'en anglais, il y a the qui est THE puis qui revient tout le temps. Donc, on va voir. Donc, ce qui revient le plus fréquemment, c'est beach, 261 fois, east, area people. Et c'est là où on peut aussi faire, par exemple, un nuage de mots. Et là, c'est là où il va trouver ça un peu complexe. Ça, il prend un peu de temps à faire ça. Mais encore une fois, donc là, j'ai tous mes fichiers, tout ce que je lui nourris. Je lui demande c'est quoi les mots les plus fréquents. Donc, on voit ici people, east, beach, water, area, shoreline, fish, turtle, think, coastal. Donc, c'est quand même intéressant de voir. Puis là, ce qui est un peu plus petit. Puis il y a différentes manières de le montrer. Là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Les grappes. Donc, ça, c'est aussi comme qu'est-ce qui est fréquent, mais qui va ensemble. Et là, c'est quand même très petit, mais ça nous donne une idée, puis ça nous donne une idée aussi d'imager comment qu'on peut voir ou illustrer différemment nos données. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup le nuage de mots ici. Puis là, je me dis, ah, OK, ben là, ça, c'est intéressant. Je voudrais l'enregistrer. Je pourrais enregistrer des critères, c'est-à-dire, là, c'est pas compliqué ici, qu'est-ce que j'ai fait, mais des fois, je vais faire des recherches très précises. Donc, je veux enregistrer les critères pour me rappeler de comment j'ai recherché. Aussi parce que peut-être que là, j'ai fait ça, mais à la moitié de mes entrevues, et je veux rechercher la même chose à la fin de mes entrevues. Donc, je peux enregistrer les critères un peu comme une syntaxe en quantitatif dans SPSS et rerouler ça par la suite. Ou je peux enregistrer vraiment ça, donc exporter le nuage de mots ou euh, ouais, exécuter. Non, fait que je peux juste requête de fréquence de mots, puis là, on lui donnerait un nom avec les critères de requête. Et si je veux, je peux ensuite exporter le nuage de mots. Donc, je peux carrément le sortir à l'extérieur, le mettre dans une présentation, par exemple, pour un congrès. Donc, c'est quelque chose qu'il va faire lui-même. Euh, donc, ça, c'est les requêtes textuelles qui sont peut-être les plus intéressantes. Il y en a d'autres. Là, on arrive à la fin. Je vais vous en montrer peut-être un, mais il y a différents niveaux. Le tableau croisé, c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ensuite, l'encodage matriciel, très similaire au tableau croisé. Et l'encodage, euh, c'est comme tous des niveaux de difficulté. Fait que je vais vous montrer le tableau croisé qui est quand même la base, mais encodage, ça serait comme, par exemple, quelque chose qui est codé dans participation et dans relation sociale, mais pas dans relation avec, là, dans mon cas, c'était l'office d'habitation. Donc, là, on commence à aller vraiment dans, puis il faut que ça soit très bien codé, très bien mis dans la requête. Je sais pas jusqu'à quel point, je pense pas qu'on va aller là dans nos différents projets, mais le tableau croisé, c'est quand même intéressant. Là, on parlait justement par genre. Donc, si on revient à ça, puis qu'on ferme ceci. Si on va faire ici, par exemple, donc explorer euh, un croisement matriciel, il change. Donc ici, éléments sélectionnés. Donc, ce qu'on veut faire, rechercher dans éléments sélectionnés, on va dire les codes, euh, pas toutes OK. Codage au niveau des rangées et des codes. OK, c'est ça. OK, donc, c'est pas ça qu'on va faire. Euh, donc, tous les fichiers. Et dans la rangée ici,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un élément. Donc, par exemple, les codes, on veut voir est-ce que l'avis sur le changement de la communauté va varier, par exemple, par ici, valeur d'attribut. Donc, ici, ça serait par genre. Donc, classification de cas de personnes par genre. OK. On va exécuter la requête. Donc, dans changement de communauté, il y a juste 21 personnes qui en ont parlé et vous voyez, c'est toutes des femmes. Donc, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Oh non, c'est ici. Attendez. C'est l'erreur. Classification de cas, place, person, gender. OK, non, pas égal n'est pas égal à la valeur. Ah, parce qu'il veut voir femme, puis on va faire, en fait, on va juste rajouter homme à côté. Hum, hum, OK, est égal à. Donc, on exécute. Et on peut voir ici que les personnes qui ont parlé du changement de communauté, il y a 21 femmes qui en ont parlé et 15 hommes. Et là, si on voulait, on peut cliquer dedans, puis on va aller voir ici qu'est-ce que les femmes ont dit. Donc, j'ai cliqué, là, il veut trouver ça dur. Qu'est-ce que les 21 femmes ont dit par rapport au code changement dans la communauté. Donc, ça va me sortir uniquement les personnes que j'ai attribuées la catégorie femmes. Donc, il me sort vraiment juste ce que les femmes ont dit par rapport à ça. Et il me sortirait, si je cliquais ici, ce que les hommes ont dit. Ici, je peux enregistrer la requête, donc enregistrer les critères et enregistrer mes résultats. Donc, je peux enregistrer les résultats de la matrice et ça va venir l'enregistrer ici dans les matrices à condenser. Donc, une autre façon d'explorer ces données, euh, à voir en fonction de vos différents projets si ça fait du sens ou pas. Donc, ici, rapidement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une façon de le faire au niveau, pardon. Il y a une façon de comparer votre encodage. Donc, dépendamment de si c'est quelque chose qui est demandé dans le journal sur lequel vous allez appliquer ou si c'est cohérent avec votre posture de recherche, vous pouvez comparer les similarités, les différences de codage entre les codeurs ou codeuses et il va vous calculer le coefficient de kappa si c'est nécessaire. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui est possible. Moi, je l'ai jamais utilisé parce que c'est pas quelque chose que j'utilise dans mes analyses qualitatives, mais NVivo le fait. Et là, j'ai mis ça parce que, dans le fond, j'ai vu avec cette nouvelle version d'NVivo qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui c'est des résumés générés par l'intelligence artificielle. Ce qu'on m'a dit, Félix, avant de quitter, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est un ajout. Donc là, on l'a dans j'ai une version test qui est quand même intéressant. Par exemple, si on a, j'avais testé tantôt juste pour le plaisir. Si je réouvre par para, je peux comme enregistrer plein de choses qu'elle dit et je peux voir ici AI adjoint, résumer le texte. Je peux lui demander standard, court ou long et il me génère ici un sommaire. Donc, de quoi elle discute, la souligne la disparition de la pêche, etc. Donc, je l'ai pas beaucoup testé. C'est un outil, là, l'intelligence artificielle, c'est un outil aussi, donc on s'entend, vous devez demeurer critique par rapport à ça. Ça peut quand même être intéressant de l'utiliser. Par contre, ce que j'en comprends de ce que Félix m'a dit, c'est que c'est 250 $ de plus par année au-dessus de la licence qui est déjà pas donnée, donc à voir, mais c'est quelque chose qui s'en vient de ce côté-là aussi. Donc, mais ça demeure un outil et je vais en profiter pour vous redire que le logiciel n'analyse pas vos données. Donc, il fait un résumé, mais il ne les analyse pas et ça ne vous enlève pas la responsabilité de bien connaître vos données, de bien vous immerger à l'intérieur de vos données pour être en mesure d'en faire sens. Et évidemment, si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle, vous avez aussi la responsabilité de le nommer quand vous publiez vos résultats. Donc, que ce soit ChatGPT, mais que ce soit la version qui est offerte par NVivo.
Je vous l'ai dit, donc vous avez la possibilité d'utiliser des nuages de mots. Vous pouvez aussi faire des cartes conceptuelles. NVivo, c'est pas sa force, là. Moi, je sais pas. Donc, vous pouvez utiliser NVivo, puis il y a un lien ici là, que vous pouvez utiliser pour voir comment faire. Mais sinon, il y a d'autres formes, là. Il y a Miro qui est très intéressant. Il y a Mind Manager aussi qui est vraiment très bon pour faire des maps, des cartes conceptuelles. Donc, finalement, NVivo, c'est essentiellement un grand classeur et c'est la manière dont vous l'utiliserez qui va déterminer à quel point c'est utile et ça l'ajoute à la rigueur de votre analyse. Donc, j'espère vraiment que vous allez avoir retenu ça. C'est un outil, un grand classeur, mais c'est à la fois très puissant pour nous permettre d'intégrer beaucoup de données et de faire des liens avec toutes les sources qu'on a. Et je vous l'avais pas mal mis, mais Gillian Volpe-White, je vous en avais envoyé un en particulier, mais l'ensemble de ce qu'elle fait, elle explique vraiment très bien, puis elle le prend étape par étape. Donc, si elle parle justement, on en a spécifiquement sur des requêtes, par exemple, ou les matrices, ça commence à dater, donc peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités qui changent avec les dernières versions d'Envivo, mais ça demeure quelqu'un qui est vraiment intéressante à suivre là, pour ces vidéos-là. Donc moi, j'ai fini. Je vous ai lancé beaucoup de choses. J'espère que vous vous sentez plus prête qu'au début et que ça vous a pas comme un peu fait peur. Mais je prendrai des questions, des commentaires. Je sais qu'on a un peu dépassé, là. Mais avez-vous des questions, des éléments ou est-ce que vous vous sentez prête? Camille, là, tu commences demain? Oui, oui. Mais oui, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis il y a certains aspects que, tu sais, nous, on l'avait abordé vraiment rapidement dans nos cours. Puis, tu sais, moi, juste les bandes de codage, là, j'avais jamais compris, là. Puis, fait que là, juste ça, là, je l'ai mieux compris. Fait que, non, c'était quand même vraiment très pertinent, surtout de l'avoir vu un peu, puis là, d'avoir rajouté cette formation-là, ça aide vraiment beaucoup, là. Parfait. D'autres points ou des questions? Non, Pense ben si on a fait qu'on le tour s'aborde. du Ouais. sujet. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie, pour la présentation d'aujourd'hui. Puis, juste un petit mot pour vous rappeler que la formation, elle est enregistrée, donc sera disponible en ligne là, sur la chaîne YouTube de la chaire, là, le lien que je vous ai transmis plus tôt. Puis, vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux. On fait la promotion des webinaires, des formations d'étudiants et aussi des enregistrements quand ils sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à consulter nos réseaux, notre site web là, pour plus d'informations. Voilà, je crois que c'est la fin de la formation d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence, votre participation et je vous souhaite bon in vivo. Je sais pas si ça souhaite, mais bon in vivo. Merci, merci beaucoup tout le monde.